Bonjour à tous et bienvenue dans Café des Hommes. Aujourd'hui, nous invitons Jean Rossi, psychothérapeute spécialisé en formation mentale, coach à ses heures perdues. Il est l'auteur d'un livre, Putain ce bonheur, qui est disponible sur Amazon. Je vous mettrai un lien en description. Et nous allons parler de plein de sujets. Alors, on a essayé de parler de sport, de masculinité, de bonheur et un petit peu d'antiféminisme parce que les dernières vidéos de Jean Rossi sont liées à l'antiféminisme. Jean, merci d'être avec nous aujourd'hui et peut-être tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs. Ben déjà, salut, merci de me recevoir. Présentation un peu express. Voilà, je m'appelle Jean, je suis thérapeute à la base. Maintenant, je me spécialise dans la préparation mentale pour les sportifs. Effectivement, j'ai écrit un livre sur le bonheur parce que j'ai fait quelques études sur le bonheur, sur le sujet un peu de tous les angles, c'est-à-dire psychologie, neurosciences, etc. J'ai aussi une formation en leadership, en nutrition, etc. pour avoir un background assez complet pour les sportifs que j'accompagne. Et puis voilà, sinon je suis fan de plein de choses, d'arts martiaux, de musique. Et je suis père de famille, marié, deux enfants, et je suis assez pour le coup, Éclectique. antiféministe. Ah ouais, aussi. Mais pour le coup, vu que dans la présentation, on parlait antiféminisme, je suis très agacé en ce moment par le féminisme ambiant. Et donc, c'est pour ça que mes dernières vidéos ciblent un peu ce sujet. Voilà. Bah, très bien, merci. Et alors, du coup, on avait décidé de parler peut-être un petit peu de tout ce qui est lié au sport et la masculinité, parce Oui, enfin, moi, j'ai proposé ce thème pour commencer un petit peu l'émission, parce que c'est vrai on n'en a pas forcément beaucoup parlé sur Café des Hommes avant. Et puis, il y a pas mal de mythes en fait dans la sphère masculine. Dès que on met des mecs ensemble, parle tout de suite de sport. mhm. Et du coup, je me posais la question en fait, comment toi tu vois la pratique sportive? Est-ce que ça doit rester de l'ordre du loisir? Comment tu suggères aux hommes qui voudraient faire du sport pour leur plaisir éventuellement de le faire? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Enfin voilà. En gros, quels sont tes Ah, conseils par rapport au sport en général? voilà, donc c'est un sujet qui est hyper vaste, donc je vais essayer de faire une réponse simple. Euh, Déjà, on sait que le sport, si on part du principe purement développement personnel, etc., on sait que le sport est très bon pour l'humeur, donc c'est un antidépresseur, on va dire naturel, ok, parce que on va générer toutes sortes d'hormones positives, de la dopamine, de l'endorphine, etc. Donc si c'est purement pour le plaisir, c'est quelque chose de très bien, mais ça doit être pour le plaisir personnel, c'est-à-dire soit le plaisir qui va être lié à un objectif, un accomplissement, genre le mec qui veut faire un marathon. Il va se fixer un objectif et puis il va s'entraîner et puis il va se dépasser et puis un jour il va faire le marathon. J'étais avec un de ces gars-là hier justement qui s'est fixé un objectif de faire le marathon de New York alors qu'il n'avait jamais couru, qui s'est préparé pendant 2 ans. Donc déjà de ce point de vue-là, ça peut être hyper positif parce que ça va booster tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est voilà, ça va donner vraiment, ça va apporter beaucoup de choses sur le plan personnel. Donc ça c'est pour le coup c'est plus encore que pour le plaisir, c'est d'un point de vue développement. Maintenant, pour ce qui est purement sport plaisir, le problème c'est que les gens confondent souvent plaisir, le vrai plaisir du sport, et puis plaisir indirect. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le cas de la musculation, euh, il y a de plus en plus cette trend d'aller faire de la muscu parce qu'il faut être massif, il faut dégager tel truc, etc. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui font de la musculation qui n'est pas du tout fonctionnelle. Déjà, premièrement, c'est un problème. Donc, on se retrouve avec des gens qui font de la muscu pour la muscu, qui pensent qu'ils vont être plus séduisants, qui pensent qu'ils vont être plus euh, dégager quelque chose de plus charismatique ou j'en sais rien. Et en réalité, on tombe souvent dans un travers, c'est qu'on a une surcompensation. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va juger que par le sport, que par la musculation pour se mettre en avant, c'est-à-dire pour se faire remarquer, plutôt que par des accomplissements personnels sur d'autres plans. Et on se retrouve avec des gens qui passent des heures par semaine à la salle, à prendre toutes sortes de compléments, voire des fois des trucs pas très bons pour la santé, pour favoriser juste un résultat. Et en fait, ce résultat, il pourrait être, donc le résultat étant plus de confiance en soi, plus de charisme, plus de XY.
Le problème, c'est que ce résultat-là, il pourrait l'atteindre de manière beaucoup plus saine qu'à travers une musculation, par exemple, intensive. Donc vraiment, pour moi, il y a sport et sport. Il y a le sport qu'on se fixe, qui est un challenge perso, puis il y a le sport qu'on utilise comme outil pour atteindre une espèce d'objectif pas très clair. Et puis pour le coup, dans le deuxième cas, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure idée. Donc moi, je travaille pas avec des gens qui font du culturisme ou de la muscu. Pour moi, je travaille seulement avec des gens qui font de la compète et puis qui ont des objectifs clairs, championnat d'Europe, championnat du monde, etc. à terme. Et puis on travaille sur ça. Voilà. Alors, oui, bonjour à tous nos auditeurs. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ces gens qui font de la muscu, enfin, j'en ai connu dans le milieu, on va dire, masculiniste, ne font pas un raisonnement qui est un petit peu faux. Ils se disent, ils font un calcul, on va dire, rationnel. Ils se disent, bon, les femmes aiment les beaux mecs, les mecs musclés. Si je deviens un mec musclé, je serai apprécié par les femmes. Et donc, ils travaillent au résultat, voilà, esthétique, à un certain résultat esthétique. Et ils espèrent que magiquement, une fois qu'ils auront atteint telle masse corporelle, telle forme, Voilà. etc., ça va déclencher, des relations sociales inespérées jusque-là. Ouais. Alors que ils sont là complètement ébahis devant le fait que non, en fait ça n'a pas suffi que magique. Je suis d'accord. Non. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais prendre 2 exemples pour ça, même 3. On connaît tous le mec, enfin surtout les gens qui sont dans ce cas de figure et qui essayent en permanence de travailler toujours sur leur physique, ils pensent que, etc. Ils connaissent tous un mec qui a l'air plus que banal, qui est pas du tout massif, musclé et tout ça, et puis qui emballe toutes les gonzesses, tu vois. Et ils sont tous toujours un peu en se posant la question, mais comment ça se passe? Donc déjà, c'est pas ça qui fait que ça marche. Deuxièmement, effectivement, tu mets le point sur tu mets le doigt sur un point qui est très important, c'est-à-dire que pour moi, un gars qui fait ça dans le but unique de plaire et qui pense que tout va rentrer dans l'ordre, c'est comme une nana qui se fait refaire les seins, qui croit qu'elle va être après heureuse et puis trouver le prince charmant. Tu vois, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu as bien un avantage à travailler sur toi de manière indirecte. C'est-à-dire que tu vas toujours gagner 1000 fois plus à te fixer des objectifs, que ce soit sportifs ou autres d'ailleurs, et puis à te donner les moyens de te développer, et de les atteindre, et de gagner confiance en toi, et d'avoir une vie qui est riche en sens, et en aventure, et en toutes ces choses. Et c'est ça aussi qui va attirer les gens, c'est que tu sois quelqu'un d'intéressant et qui a quelque chose à raconter, tu vois, que d'être quelqu'un qui va courir, qui prend la voiture pour aller à la salle de sport, pour courir sur un tapis roulant sur place, pour reprendre la voiture, pour revenir à la maison, tu vois. Je veux dire, à la limite, il y a quand même, il y a déjà dans même, ne serait-ce que l'approche même, il y a déjà une contradiction, tu vois. Il y a déjà une espèce de raccourci qu'on essaye de faire. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et le troisième exemple, c'est le fait que effectivement, quelqu'un qui fait que de la muscu, sous-entend à chaque fois qu'il va à la salle, le plus important c'est le physique, donc devient sélectif et commence à ne regarder que le physique. Et donc après, ça donne des couples, tu sais, le vieux cliché qu'on croise des fois du gars hyper musclé et de la bonasse. Mais en fait, c'est les deux des coquilles vides. Le gars, c'est un trou du cul, il a rien à foutre de sa vie, il va toute la journée à la salle. La nana, c'est une bimbo qui passe son temps à faire des selfies sur Instagram. Et puis le jour où ça doit être sérieux, ça marche pas, tu vois. Donc, Ils sont complètement creux, ouais, c'est ça. Alors là, je veux bien qu'il y ait des exceptions. Je m'excuse aux couples de bimbo qui me regardent et puis qui sont l'exception à la règle et puis qui sont peut-être très intelligents et qui ont lu des bouquins, mais je suis sûr que c'est pas la majorité. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, il y a aussi un phénomène, c'est que quand on se consacre à un sujet comme si on fait de la muscu à 5-6 fois par semaine, on passe son temps là-bas et du coup on socialise moins. Donc ça peut au contraire isoler au lieu de faire rencontrer plus souvent des gens avec qui on va pouvoir sortir. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le cliché final, c'est le gars et la nana qui vont à la salle, qui se rencontrent à la salle, qui parlent que de muscu et de protéines, tu vois, genre ils vont leur week-end shopping, c'est ils vont au magasin regarder les différentes boîtes de prot et puis ils décident laquelle est la meilleure. Enfin, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, bon, chacun sa vie, hein, mais c'est peut-être pas ça l'aboutissement du bonheur familial et humain, tu vois ce que je veux dire Oui, je crois qu'il y a un secret quand même dans le choix du sport, c'est quand même de choisir un sport qu'on va aimer, c'est-à-dire quelque chose, si on apprécie faire de la course à pied parce que ça nous rend bien, il faut au fur et à mesure l'apprécier, faut pas le faire uniquement pour le physique c'est aussi. Ça, ouais, exactement. Il y a un côté de ce côté-là aussi. Ouais, il y a le challenge personnel, puis il y a le véritable plaisir, c'est-à-dire
je peux très bien concevoir qu'aller à la salle, ça peut être un plaisir. Maintenant, il faut que ce soit mesuré, il faut que ce soit le vrai plaisir qui compte. Le fait, tu vois, quelqu'un qui a jamais pris soin de lui, qui pèse 140 kilos et puis qui a bouffé du McDo toute sa vie, je peux comprendre et je trouve ça génial qu'un jour ils se disent bon, maintenant j'arrête les conneries, je bouffe sainement, je vais aller à la salle, me reprendre en main, reprendre le contrôle sur ma vie, etc. Ça peut être un excellent catalyseur, tu vois. Maintenant, si ça devient une obsession et puis que son seul but c'est ça dans la vie, là on commence à tomber dans un excès. Puis comme tout excès, c'est souvent problématique à moyen long terme, tu vois. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Il y a le vrai plaisir de le faire pour une bonne raison et qui va apporter tout un tas de bénéfices secondaires. Puis il y a le moment où ça devient une obsession et puis en fait ça efface tout le reste et puis ça sert plus à rien, tu vois. Ouais, finalement, faut en rester à esprit sain dans un corps sain. Donc, faut pas oublier l'aspect esprit sain, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, l'esprit sain vient avant dans la phrase. Oui, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un corps sain qui contient un esprit sain. C'est un esprit sain d'abord dans un corps sain, tu vois. Oui. Donc voilà, mais bon. On parlait aussi des compléments alimentaires, les protéines, etc. Ouais. Est-ce que, spécialement si tu coaches des sportifs de haut niveau, est-ce que tu en vois beaucoup, ce genre de choses? Alors, pour le coup, ça dépend ce que tu recherches. Ça peut être compréhensible de prendre des protéines. Hein. Moi, je crache pas sur les protéines. Maintenant, ça dépend vraiment ce que tu recherches, à quel niveau, pourquoi tu le fais, etc. Quand je vois des mecs qui vont toute la journée à la salle, des gars de mon âge ou que je côtoie, qui vont à la salle tout le temps, qui prennent des prods, de la créatine, des trucs comme ça, je trouve qu'on est un peu dans l'excès. Parce que déjà, ils sont en train de développer une musculature qui est excessive. Tu vois tout de suite quand tu les vois que leur musculature elle n'est pas harmonieuse par rapport à leur corps, si tu veux. Et puis en même temps, ils font de la gonflette un peu. Tu vois, c'est créer de la masse musculaire pour de la masse musculaire. Le problème quand tu fais de la muscu à la salle, tu vas favoriser certains mouvements et puis tu vas pas du tout développer certains muscles pour d'autres. Donc en fait, en prenant de la protéine et puis en faisant toujours des mouvements répétitifs dans certains axes uniquement, le jour où tu dois faire, je sais pas, un certain mouvement qui demande tel muscle qui t'as jamais travaillé avec la machine, bah t'es juste, je vais être un peu méchant, t'es juste une merde, quoi. T'y arrives pas du tout. Moi j'ai un exemple en tête qui me vient. J'étais une fois avec des amis, on pêchait au bord d'une cascade, je cherche pas. Et puis il y a un mec qui arrive, tu sais, le mec qui fait toute la jour de la muscu et tout ça. Et puis on commence à escalader des rochers et tout. Puis à un moment, il y a un mec qui galère à monter. Et puis il lui tend, le mec qui a de la muscu lui tend la main pour essayer de le soulever. Et il était incapable de le soulever alors que le mec pesait 35 kilos. Enfin, parce qu'il était dans un angle qu'il avait jamais travaillé avec sa machine. Pourtant le mec, il était hyper costaud et tout ça. Et pour le coup, tout le monde s'est marré, quoi, parce que c'était très très ridicule comme scène. Et donc les protéines, pas de souci. Maintenant, si ça sert à développer des muscles qui servent à rien, c'est un peu débile. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on reconnaît le moment où c'est bon les protéines? Est-ce qu'il faut par exemple en prendre quand on commence la muscu et que j'en vois beaucoup, voilà, je crois que c'est Moss qui en parlait, des gens qui commencent la muscu dans les 6 premiers mois ils prennent des protéines. Est-ce que c'est alors de nouveau ça dépend déjà de combien tu fais de muscu, ça dépend de ta masse, ça dépend combien tu proportionnes avec le reste, ça dépend d'énormément de facteurs. C'est pas mauvais en soi les protéines. Maintenant les mecs qui pensent que c'est parce qu'ils se font leurs 2 shakers de prot par jour ou je sais pas quoi, ils vont prendre de la masse ou je sais pas quoi, c'est pas ouf, tu vois. Je vais même aller plus loin. On sait très bien selon les études scientifiques récentes que un surplus de protéines en fait ça active tout un tas de réseaux dans le corps, le mTOR et d'autres. Bref, on y reviendra peut-être, mais en gros ça accélère le vieillissement, tu vois. Manger trop de protéines accélère le vieillissement et donc tu raccourcis ta durée de vie en gros. Donc bon, tu peux faire le choix. Pour moi, c'est assez intéressant parce que ça marque un truc, c'est-à-dire que finalement, les gens qui se gavent de prot et puis qui font de la muscu et qui sont dans un court-termisme ambiant et qui veulent des résultats pour plaire maintenant et tout de suite et tout ça, et puis ils pensent au physique et tout, ben, ils sont en train d'emprunter des années de vie sur leur avenir pour être bien dans le présent. Et le problème, c'est que ça contredit clairement tout ce qui est études sur le bonheur et tout ça, l'épanouissement. Donc ça participe de leur illusion quotidienne que c'est parce qu'ils vont être musclés, beaux et charmants, soi-disant, parce que je veux dire, si tu as une sale gueule, c'est pas parce que tu es musclé qu'elle sera plus jolie, mais ils ont l'impression que ça compense, et du coup, forcément, quand ils se visualisent après dans le cas de figure idéal, ils vont se dire, bon, bah, moi, je veux une nana qui est comme ça, parce que maintenant que j'ai fait de la muscu, que j'ai travaillé sur moi, je mérite une nana qui est suffisamment belle, etc. Et le problème, c'est que tout ça se rejoint, c'est-à-dire que le jour où tu fais de la muscu et puis que tu es balèze, et puis que tu cherches du coup une nana qui a un certain charme ou un certain level, tu vois,
La nana qui a ce certain level, c'est une nana qui a le même raisonnement que toi à l'envers, qui s'est dit moi je veux un mec qui, etc. Donc de nouveau tu te retrouves avec un couple qui sacrifie tout leur plan commun, l'avenir, la famille, le bien-être, tous ces trucs pour du résultat à court terme. Puis ça marche très rarement sur le long terme. Moi j'ai rarement vu des couples de ce style qui étaient ensemble depuis 20 ans, tu vois. Et il y a des gens qui font de la muscu depuis longtemps. Alors, Donc excuse-moi, je digresse un peu, mais n'est-ce pas, non, mais n'est-ce pas le perfectionnisme là justement qui est le problème? Enfin, la clé du malheur, c'est parce que si tu as écrit sur le bonheur, finalement, est-ce que finalement le secret du malheur, c'est le perfectionnisme? Parce que d'une certaine manière, ouais. Finalement, aussi plus on court après une image idéale à la fois de nous-mêmes, enfin comme tu dis, quand on court après une image idéale de nous-mêmes, on va aussi derrière quelque part se dire, moi non, je veux la bimbo, je veux, etc. Parce Voilà. que et du coup, on se rend pas compte que l'on se programme pour le malheur finalement, parce que on trouvera. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Alors après, c'est une partie, enfin c'est une façon de voir le perfectionnisme, parce que tu peux avoir le vrai perfectionnisme, tu vois, je veux une famille heureuse, des enfants, une femme que j'aime, qui m'aime, etc. Ça peut être mon perfectionnisme à moi, tu vois. Donc je pense que ça dépend où tu mets le perfectionnisme. Je dirais l'esthétisme. Le perfectionnisme esthétique, là, il pose vraiment clairement problème. Mais on pourrait traiter quelqu'un de perfectionniste si pour lui il a une vision idéale de la famille puis qu'il veut travailler à ça. Et je suis pas sûr du coup que ce serait forcément quelque chose de négatif. Mais effectivement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous vend une image comme parfaite. Et puis c'est cette image du parfait, de la personne parfaite d'aujourd'hui que les gens prennent comme modèle et qui devient leur perfectionnisme. Et puis du coup, ils se perdent complètement. Et tu vois, les nanas qui consomment des régimes, par exemple, elles sont tous les jours en train de racheter le nouveau régime à la mode. Et puis le meilleur prédicteur, ce qui est quand même assez marrant, c'est que le meilleur prédicteur de si quelqu'un va acheter un régime, donc c'est-à-dire quand tu fais du neuromarketing ou de la pub, bah, c'est de targeter les nanas qui ont déjà acheté des régimes, tu vois. Donc si ça marchait, on n'aurait pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc le piège, il est déjà dans la, tu vois. Et c'est pareil quand tu vois des influenceuses. Maintenant, c'est la grande mode des influenceuses et tout ça, qui testent le nouveau shampoing à la mode. Ben il y a cette esthétique qui on bombarde nos adolescentes, et je parle bien de vraies adolescentes pour le coup. De messages à la con en leur disant ouais il faut être parfaite, alors que souvent les influenceuses sont les premières à retoucher les photos, à faire des trucs, enfin tu vois, donc c'est un mensonge quoi. Et puis après on leur vend de la merde, des produits vraiment de mauvaise qualité, en faisant passer ça pour des produits haut de gamme et tout ça, et puis c'est des marques derrière qui exploitent la naïveté des ados sous cette image de perfection. Et ces ados, après, sont aspirés dans cet engrenage. J'ai acheté tel produit, donc je vais en racheter, donc je vais commencer les régimes. Donc... Et puis elles sont parties pour une vie de galère à essayer toujours d'être parfaite, tu vois. Oui, mais par rapport à ce que tu dis de l'image idéale, enfin l'image idéale d'une famille heureuse, etc. Moi, je fais la distinction entre ça et l'image parfaite. C'est justement que, en fait, un idéal, il peut parfaitement contenir des défauts. D'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que dans ce sens-là, je suis absolument alors d'accord. que le perfectionnisme, c'est de se dire je serai heureux le jour où je n'aurai plus de défauts et avec une personne qui n'aura plus de défauts. C'est ça que je définirais comme le perfectionnisme. Ouais, alors je suis absolument d'accord avec toi du coup, si c'est ça la définition du perfectionnisme. Et du coup, on poursuit une chimère parce qu'effectivement, on peut toujours trouver des défauts, on peut toujours se trouver des défauts et c'est une course à l'infini. Mais tu vois, donc pour le coup, il y a des études en psychiatrie, en psychologie et tout un tas de trucs qui sont assez clairs. C'est-à-dire que la muscu, quelqu'un qui veut prendre de la masse, donc qui va faire de la sèche, après de la muscu, après des trucs, qui va alterner comme ça toute l'année, qui va faire ces trucs, il est exactement dans le même processus psychologique qu'un anorexique. Okay, c'est-à-dire que c'est la même chose à l'envers. Okay, donc le musclé, il est jamais assez musclé, l'anorexique, il est jamais assez maigre, tu vois. Pour les gens musclés, on appelle ça de la bigorexie. Voilà, c'est basé sur le mot big, voilà. Voilà, et en vrai, c'est ce qu'on appelle une dysphorie du corps. Il y a vraiment, à un moment donné, on ne perçoit plus son corps de manière
réaliste. C'est-à-dire qu'on a une incapacité à percevoir notre propre corps de manière réaliste. Et donc, du coup, un maigre, il se trouve pas assez maigre alors qu'il fait 36 kilos, enfin un anorexique. Et puis, un bodybuilder, il se croit pas assez musclé alors qu'il rentre déjà plus dans aucun t-shirt, tu vois. Il y a un moment donné, il faut... Alors, ouais, j'habitais en Australie et je trouve que c'est beaucoup plus visible en Australie ou dans les pays anglo-saxons. Et en Europe encore, on a beaucoup de gens qui sont simples, qui sont basés sur la richesse intellectuelle, etc. Et en Australie, on a beaucoup de gens superficiels qui viennent de plein de nations différentes, qui viennent habiter là-bas. Et c'est beaucoup plus visible cette culture du fitness, cette culture d'être beau. Surtout Sydney, c'est un endroit où il y a beaucoup de plages. Voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien de rentrer en France parce qu'on retrouve des gens qui trouvent que l'essentiel de la vie se trouve effectivement dans le côté intellectuel ou dans la création de famille, comme tu disais, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, le problème, c'est que c'est un truc qui est très occidental quand même, hein. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup voyagé. Quand j'arrive en Asie, on en voit très peu des gens qui font. Je sais même pas. Est-ce qu'il y a vraiment des business très comment dire, rentables de fitness en Asie? Il doit en avoir, mais je veux dire, c'est quand même un truc très occidental qui a émergé un peu du côté. C'est un peu tu vois, moi quand j'étais petit, je sais pas si vous avez connu ça, mais il y avait un truc qui s'appelait Johnny Bravo. Tu te souviens de ce dessin animé? Est-ce que vous connaissez ça? C'était le mec, le cliché du Ken, tu vois, le gars, regarde mes pectoraux et tout. Mais en vrai, c'était une parodie du mec qui fait de la muscu toute la journée et qui croit qu'il y a que tout ça qui apporte dans la vie. Et donc, en fait, grosso modo, c'était un gars qui se promenait dans la vie, qui affrontait tout un tas de problèmes importants, philosophiques, entre guillemets, au niveau de la famille, au niveau du sens de sa vie. Et chaque fois, sa réponse, c'était oui, mais regarde comme je suis beau, mate mes pectoraux et tout ça. C'était une manière de dire, le gars, il passe complètement à côté, tu vois. Il comprend pas le sujet de la vie. Et en vrai... malheureusement, c'était déjà un avertissement. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle que je comprenais le sens de ce truc et que je me disais, mais c'est vrai que c'est débile, quoi, son attitude. Et c'était un avertissement, je pense qu'il y avait cette émergence. Et puis, à l'époque où moi j'étais encore gamin, les dessins animés et tout ça avaient encore un sens, parce que maintenant, moi j'ai un gamin de 5 ans, et quand je vois le contenu des dessins animés, autant lui dire que je lui mets ceux de mon époque, hein. Et là, certains vont faire ouh, le réac, enfin bref. Mais c'est juste pour dire qu'à l'époque, on cherchait au travers des archétypes de prévenir les enfants, de les éduquer dans les dessins animés, de leur donner il y a des lectures très intéressantes que tu peux faire sur les dessins animés que tu peux plus faire aujourd'hui. Mais là, pour revenir sur cette histoire de muscu, et ce que tu dis, moi, pour le coup, ma mère est brésilienne, donc tu vois, j'ai été au Brésil, j'ai fait plein de trucs, etc. Et quand je suis là-bas, je délire, parce qu'il y a vraiment, effectivement, ce côté de gens qui, tu vois, mais on a tous été sur une plage ou un truc où tu as 15 gars suspendus à des barres qui font des tractions, puis tout le monde vient montrer qui c'est le plus beau et tout ça. Et puis en fait, moi, ça me fait toujours marrer, quoi. Quand j'arrive là, j'ai l'impression, et je vais être un petit peu salaud, mais j'ai l'impression d'être comme au zoo, d'avoir une espèce qu'on me présente, et je suis pas du tout méprisant, hein. C'est juste pour dire, c'est comme s'il y avait, voilà l'espèce des musculatus, je sais pas quoi, et puis ils sont tous en train de se faire leur parade pour savoir qui c'est. Le problème, c'est qu'il y a toujours plus haut. Je connais quelqu'un qui aime bien grimper les sommets, qui fait de l'alpinisme, et comment dire, elle grimpe des sommets de 4000, 5000 mètres. Elle a fait le sommet à côté de l'Everest, je crois, un truc genre 6000 mètres. Mais il y a toujours quelqu'un qui fait celui de 7000. Ouais. Et dès que tu commences à faire ce genre de sport-là, tu es entouré de gens qui ont déjà fait les 7000 et des 8000. Ça, et du coup, tu te sens petit de toute façon. Et donc, même le gars qui est à la plage, qui a fait énormément de muscu, bah, y a toujours un mec plus musclé dans la bande, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est que comme au lieu d'être à la recherche d'un truc qui a du sens profond pour lui, et de se satisfaire de ce sens profond qu'il a trouvé au travers d'une activité, tu vois, je reprends l'exemple que tu me donnes d'alpinisme, de monter 6000, si t'as jamais rien foutu de ta vie, et que tu dis un jour je veux monter ce machin et puis faire 6000, même si le mec à côté il a fait 7000, tu t'en fous, tu vois, parce que c'est contre toi que tu fais le truc. Le problème, c'est que moi, il y a une phrase que j'adore, et je crois que c'est Jordan Peterson qui l'avait cité dans une vidéo, qui dit ne te compare pas compare-toi à qui tu étais hier et pas à qui quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est une de ces règles de la vie, je crois. C'est l'une des 12. Voilà. D'ailleurs, toi qui as écrit un livre sur le bonheur, il paraît que quand on se définit des goals et qu'on essaie des buts et qu'on essaie de les atteindre, on est toujours déçu parce que soit on l'atteint et dans ce cas-là, il y a forcément un autre but plus loin. Genre, je veux créer une startup avec 10 000 utilisateurs, puis la prochaine étape, bah, c'est 100 000 et puis il n'y a plus qu'à grandir. Soit on l'atteint pas et on est déçu. Mais dans tous les cas, quand on définit des goals, on est déçu, des buts, on est déçu. Et du coup, l'essentiel, ça peut être de se dire, je vais passer tant d'heures ou
telle quantité d'énergie sur tel sujet, ça va me passionner, et puis mais quel que soit l'endroit où j'arrive, je serai content. Voilà. Alors, si tu veux, le contre pour ça, c'est-à-dire que effectivement, si tu conditionnes ton bonheur à la réussite de tes, au bien, enfin, au succès de tes objectifs, tu vas forcément être déçu puisque tu en auras d'autres. Et puis finalement, un objectif, c'est qu'une étape vers un autre objectif, comme tu dis. Donc tu vas toujours repousser ce truc-là. Maintenant, il y a une parade à ça, c'est-à-dire que plutôt que de chercher, et il y a un mot que pour le coup en anglais ils ont bien compris et que j'arrive pas à traduire en français, c'est le meaning, c'est le sens, mais c'est plus profond que le sens. Quand les Américains ou quand les Anglo-Saxons parlent de meaning, ils parlent vraiment du sens de la vie, du sens profond de la vie. Quand tu cherches le meaning et pas le résultat, tu vas toujours pouvoir être heureux. C'est-à-dire que du coup, tu vois, les Japonais, ils ont un peu l'équivalent qui s'appelle l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. C'est la raison d'être. Donc en gros, donc l'ikigai, en fait, ça se structure comme ça. C'est-à-dire que tu dois chercher ce pourquoi tu es bon, ce pourquoi tu peux être payé, ce dont tu crois que le monde a besoin, et ce que tu aimes faire. Et puis, si tu arrives à lier ces 4 choses, t'es dans ton ikigai. C'est-à-dire, c'est pas un objectif, c'est une raison d'être. C'est ce qui te donne l'énergie. Il le nomme un petit peu comme ce qui te donne l'énergie de te lever le matin. Oui, je pense qu'on peut formaliser ça d'une façon plus simple. En anglais, on dit être goal-oriented ou process-oriented. Je pense, c'est-à-dire tout simplement, si tu aimes l'activité, si tu aimes, on va dire, moi, prendre l'exemple de la muscu, si tu aimes faire tes exercices juste parce que tu aimes faire tes exercices et tu t'en fous du résultat, et donc là, tu aimes le processus plutôt que le résultat que tu veux atteindre. Je sais pas, comme j'aime jouer aux échecs. Mon but c'est pas d'arriver à telle cote Elo, c'est de faire autant d'exercices de combinaison d'échecs. Voilà. Sauf que ta cote. Voilà. Ta cote Elo, elle va monter en parallèle. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu as presque meilleur temps de viser le plaisir avant tout, puis la cote va suivre. Exactement. De viser la cote et puis d'être déçu tout le long du trajet parce que tu n'y arrives pas. Tu vois. Oui, ben ça, d'expérience personnelle, quand tu te vises, quand tu dis ouais tiens, je vais gagner 100 points Elo cette année, etc. Ça marche pas comme ça. Il vaut mieux te dire bon, tiens, je vais finir ce bouquin là, etc. Et là, tu gagnes. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je pense être orienté sur le processus plutôt que sur le résultat. Je pense que ça c'est une des clés pour revenir sur le bonheur. C'est plutôt aimer l'activité que l'on fait. Et derrière. Clairement, mais tu vois, excuse-moi, je veux pas t'interrompre, mais tu vois dans mon livre par exemple, pour parler de ça, c'est comme si moi il y a un truc que je supporte pas. Il y a une mode depuis quelques années de dire oui, mais si vous voulez être heureux, il faut juste le décider. Tu vois, genre je suis heureux. C'est le pro-racisme, voilà. C'est le carpe diem. Ouais, mais le problème c'est que je m'excuse, mais si ta femme elle s'est pendue il y a une semaine, tu vas pas décider d'être heureux, tu vois. Il y a un moment donné, il faut arrêter 2 secondes, il faut être pragmatique. Donc dans mon livre, en fait, mon livre, c'est un processus en 3 semaines dans lequel je donne juste un process, justement. Je dis, ok, vous voulez être heureux, voilà la façon dont vous allez pouvoir l'être. Donc déjà, j'explique comment ça marche le bonheur et puis je donne des exercices qui vont rendre les gens heureux. Mais je leur dis bien, c'est en faisant ce truc-là que vous allez être heureux, c'est pas en essayant d'être heureux, tu vois. Et le problème, c'est que les gens, comme quelqu'un qui fait de la muscu, ça se rejoint, c'est-à-dire dès que le moment où tu vises, tu conditionnes un résultat et un truc, c'est que ça va pas marcher. C'est parce que par définition, tu seras jamais satisfait. Donc si tu dis je veux être heureux, tu vas t'imaginer le bonheur comme un truc complètement idéalisé, complètement farfelu, et puis forcément quand tu vas arriver le jour où tu seras heureux, tu te rendras même pas compte que tu es heureux parce que c'était pas l'image que tu faisais du bonheur, tu vois. Donc c'est complètement con. Mais, c'est intéressant parce que tu as vu le débat entre Peterson, tu parlais de Peterson, mais le débat entre Peterson et Zizek qu'ils ont eu sur je l'ai fini hier soir. Ah d'accord. Justement. Parce que je me fais de la pub un peu parce que je l'ai commenté, je l'ai résumé en français et c'est très, très intéressant ce qu'il disait sur le bonheur, ça allait, c'était justement qu'on ne pouvait pas le viser, que ça peut pas être un but. C'est ça, ouais. Que le bonheur c'est plutôt une grâce qui vous arrive alors que vous êtes en train de poursuivre autre chose en fait. Donc c'est ça. ce que Peterson appelle le sens, etc. Le meaning, ouais. Mais c'est plus problématique que ça. Mais en effet, viser le bonheur c'est un peu creux parce qu'on peut pas véritablement le fixer comme objectif. C'est connu depuis même avant. Ouais, bien sûr, mais tu vois, c'est un peu la trend. Enfin, moi, pour le coup,
j'ai parlé avant du fait que le meilleur prédicteur pour vendre un régime, c'est quelqu'un qui a déjà acheté un régime. C'est la même chose avec le développement personnel. C'est-à-dire le meilleur prédicteur de quelqu'un qui va acheter un livre de développement personnel, c'est quelqu'un qui en a déjà acheté, tu vois. Donc en vrai, c'est le même problème. C'est-à-dire que dans le développement personnel, et c'est ce que je pense, c'est ce qui fait que Peterson a explosé, par exemple, et d'autres, c'est ce côté genre arrêtez maintenant avec vos petits mondes de bisounours. Si vous voulez être heureux dans la vie, il faut prendre un objectif qui a du sens et puis souffrir pour l'atteindre, entre guillemets. Et du coup, il prend un peu tout le monde à contre-pied, quoi. Et puis même des fois, je crois qu'il a même fait des vidéos où il explique que le bonheur c'est surcoté, ça sert à rien, parce que la vie c'est de la souffrance et tout ça. Mais en même temps, ce qu'il veut dire, c'est pas que le bonheur ça sert à rien, c'est juste dire si vous prenez le bonheur comme peut-être une des causes, et il y en a plein, mais une des causes du fait que les gens sont malheureux, c'est parce que le bonheur est devenu un objectif, tu vois, plutôt qu'un résultat. Tu vois, le bonheur, c'est un résultat qui arrive avec le travail sur les choses qui ont du sens, sur tout ça, plutôt qu'avec la visée du bonheur pur, tu vois. Oui, puis juste pour peut-être on va pas rester là pendant toute l'émission, mais juste parce que je pense que le succès de Peterson, c'est aussi de s'être appuyé sur une vérité plus profonde de la psyché humaine, c'est qu'il y a du plaisir dans la souffrance. Là où Peterson vise juste, c'est que, enfin, en tant que psychanalyste quelque part, c'est qu'on sait très bien que l'individu est masochiste. Il n'est pas que on n'aime pas que les choses qui nous font plaisir. Il y a du plaisir dans la souffrance. C'est sûr. Ouais. Moi, j'interprète une part du succès de Peterson dû au fait qu'il exploite les tendances masochistes des gens. Il leur dit en fait, vous allez en fait viser. Prenez des responsabilités lourdes, etc. Et en fait, c'est ça. Et les gars se rendent compte qu'en fait, effectivement, en prenant des responsabilités et en souffrant, ils vont être heureux mais c'est parce que c'est les tendances masochistes de la psyché. Je comprends. Je suis d'accord, il y a une part de masochisme, mais je pense qu'il y a aussi une part de plus, tu vois, no pain, no gain, comme on dit. C'est-à-dire, plus la douleur est forte, plus l'accomplissement va être te rendre heureux, entre guillemets, ou fier, ou tout ce que tu veux. Et forcément, si tu commences à corréler ton bonheur à des petites choses sans intérêt, ben tu vas jamais avoir un bonheur très grand. Si tu prends des responsabilités lourdes et douloureuses et que tu les transportes, ben toutes les réussites que tu vas avoir dans la vie vont avoir 1000 fois plus de sens et vont t'épanouir beaucoup plus. Donc il y a ce côté aussi, à la fois je souffre dans l'effort comme un mec qui fait un marathon, il souffre, mais en même temps il aime souffrir parce qu'il sait que c'est un effort qui, au bout du chemin, va mener aussi au fait que plus l'effort était important, plus la fierté, la réussite est importante. Tu vois. Mais ça peut être un piège. C'est ça qui était intéressant dans le débat, c'est que Zizek avait dit faites gaffe, c'est pas parce que vous souffrez que votre truc est vraiment authentique, que vous avancez vraiment vers un but authentique. Ça c'était aussi très intéressant dans le débat, c'est que l'on peut interpréter son propre effort et sa propre souffrance comme la signature, le cachet de l'authenticité de la validité de la cause que l'on poursuit. C'est ça qui était intéressant. Je suis d'accord. Qu'il y avait quelque part, moi j'aime bien Peterson parce qu'effectivement il y a plein de gens à mon avis qui ont besoin qu'on leur dise bon, bougez-vous le cul, prenez la responsabilité de votre vie, ce que tu disais dans tes vidéos aussi, mais qu'il y a aussi toujours une limite à cela. Et la limite c'est le perfectionnisme à mon avis, dont on a parlé tout à l'heure. C'est que en fait oui, on peut toujours chercher à s'améliorer, mais si on devient obsédé par l'amélioration et par l'image idéale, si on est à la poursuite d'une image de soi-même et et si on veut éliminer tous les défauts, finalement on élimine l'humanité. Voilà, je suis d'accord. Et je pense pas que Peterson sera pas d'accord avec toi. Tu vois, pour le coup, je pense que lui, il insiste quand même bien sur le fait que le sens c'est important, beaucoup plus que l'image et le résultat. Et c'est pour ça, je pense qu'il insiste beaucoup sur le sens et qui dit même. Pour le coup, une de ses règles, c'est poursuis ce qui est riche en sens et pas ce qui est rentable à court terme. On peut le traduire comme ça en français. Et je pense que c'est aussi ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que pour le coup, c'est pas parce que tu as l'impression que tu es sur un bon truc que c'est forcément un bon truc. Je pense que c'est pas parce que. Et je pense pas qu'il soit pas d'accord avec toi. Effectivement, c'est pas parce que tu souffres que t'es pas authentique. Radou, je veux pas qu'on s'enferme dans une parenthèse Zizek parce que je connais un petit peu Radou. On va faire une transition avec les MGTOW parce que justement ce que je voulais dire par rapport à Peterson, et là on va peut-être arriver à d'autres sujets, c'est que ce qui est dangereux dans son message, c'est quand il dit prenez en charge des projets qui ont du sens, c'est souvent de dire aux mecs bon voilà, mariez-vous et finalement soumettez-vous à une problématique
de provider, de pourvoyeur économique pour une femme. J'ai l'impression que au bout de raisonnement de Peterson, il y a quand même, arrêtez de vous occuper véritablement de vous-même et la cause à laquelle il faudrait se soumettre, c'est quand même le bonheur d'une famille et d'une femme. Et là, je pense qu'on Je comprends pourquoi tu dis ça. Ouais, c'est une lecture qu'on peut avoir. Et comme toi, tu es marié, tu as une autre expérience, et que notre public, bon, c'est quand même plutôt des gens qui ont en tout cas des doutes et des appréhensions par rapport à cette démarche-là. Qu'est-ce que tu leur dirais à Voilà, ça. Qu'est-ce que tu penses des mictos, effectivement, spécialement? Non, alors, tu vois, moi, je suis assez pragmatique comme gars, donc je vais être très clair. Je pense que tu peux pas, tu seras toujours plus heureux si tu es comblé par des gens qui t'aiment. Ok. Et pour le coup, quel que soit le domaine scientifique que tu regardes, les preuves sont assez claires. C'est-à-dire que ce soit en neurosciences, en psychologie, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est indispensable pour être heureux. Il y a d'autres manières d'être heureux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu es entouré de gens qui t'aiment, que tu as des enfants qui t'aiment, que tu as un sens à ta vie qui est profond, etc., tu vas être heureux. Et si tu le fais pas, tu peux trouver d'autres alternatives et tu peux être très heureux tout seul. Il n'y a pas de souci. Je pense que là où j'ai une petite différence de lecture avec toi, c'est que je pense pas que, et c'est la dernière fois qu'on parle de Peterson, je pense pas que Peterson insiste sur ce point spécialement. Je pense qu'il le présente vraiment comme une manière de faire. Et souvent, tu as un mec qui est seul et qui est triste, etc. Parce que évidemment, un gars tu peux être seul et te suffire à toi-même et te dire, ok, j'ai pas besoin des femmes, j'ai pas besoin de toutes ces choses, et je peux très bien comprendre. Mais en même temps, tu peux être dans l'autre sens et te dire, bah ok, ça va être un motivateur pour moi parce que j'ai l'impression que ma vie est misérable ou je sais pas quoi. Bref, tu fais le constat de ta vie à un moment donné, et puis tu vas t'idéaliser dans une situation. Et puis peut-être te dire, bon bah voilà, si je veux une femme veuille de moi, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois pas misérable, il faut que je X, Y, machin truc. Et puis ça va te servir de moteur. Et puis peut-être que le long du chemin, tu vas changer d'avis. Peut-être que plus tu vas gagner en autonomie, en confiance, en estime de toi, etc., plus tu vas dire, bah en fait j'ai besoin de personne, je peux me démerder et tout ça. Et puis très bien, c'est-à-dire ça peut se passer ou pas. Mais je pense pas qu'il y ait de but. Moi je vais pas dire, ouais je suis un défenseur de la famille traditionnelle, il faut se marier, avoir des enfants et tout ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Maintenant, c'est clair, et la littérature elle est assez claire là-dessus, et dans mon livre je parle beaucoup, notamment au travers de la sécrétion d'ocytocine, qui est une hormone qu'on sous-estime beaucoup, mais qui est vraiment une des hormones principales du bonheur, que le bonheur passe aussi beaucoup par les autres. Mais quand je dis les autres, c'est pas seulement la famille proche, ça peut être des amis proches, ça peut être la famille, je veux dire nos parents, nos frères et sœurs, ça peut être la famille spirituelle, ça peut être voilà. Mais ce qui est sûr et certain, d'après la science en tout cas, c'est que être seul, ça rend malheureux. Voilà. Donc après, tu fais ça, tu fais ce que tu veux de ça. C'est-à-dire, tu t'entoures comme tu veux, avec les relations que tu veux. Mais ce qui est clair, c'est que d'être seul, ça rend malheureux. Donc regarde, nous, on est là, on discute, et on a cette tendance tout de suite à trouver des gens avec qui on a des affinités pour discuter, parce que ça a créé des liens, ça génère chez nous des choses qui font qu'on se sent bien, et puis on trouve une place qui a un sens, etc. Et la nature humaine, génétiquement, elle est programmée pour ça, c'est-à-dire qu'on vit très malheureux sans se mettre dans un groupe, tu vois. Ta chaîne s'appelait le péripatéticien avant, c'était Aristote lui-même disait que seul un animal ou un dieu peut vivre seul. Tu connais cette citation? Voilà, ouais, bien sûr. C'est juste pour dire. Alors pour le coup, voilà, moi je conçois tout à fait qu'on puisse vivre heureux seul pendant un certain temps. Tu vois, moi, par exemple, il y a 2 ans, je suis parti un mois en Chine. J'étais seul pendant un mois dans une montagne à souffrir, et j'ai trouvé ça génial et ça m'a ressourcé à mort. Et au début, j'ai détesté ça, puis j'ai appris à aimer ça avec le temps. Et puis à la fin, j'avais pas envie de partir, et puis j'ai régulièrement envie d'y retourner. Et je peux comprendre qu'à des moments, être seul, ce soit hyper ressourçant, ça te fasse grandir et tout un tas de choses, mais on n'est pas fait pour que ça dure sur le long terme. Tu vois, c'est juste ça. Non, mais d'accord, mais les MGTOW, c'est un mouvement qui prend acte en quelque sorte des changements dans les dynamiques sociales aujourd'hui, et du fait que la société est de plus en plus
favorise les femmes. Bon, on en arrive au thème de tes vidéos et se disent est-ce que c'est un deal qui vaut le coup? C'est pas parce qu'ils veulent être seuls. Non, j'entends. C'est plutôt, on va dire, un principe de précaution qui s'applique, c'est de dire c'est un compromis aussi. Est-ce que d'autopréservation. Voilà. Quand on a discuté un peu des définitions, c'était ça l'idée, mais ouais. Voilà, mais maintenant, si tu trouves une femme, tu vois, moi, ma femme, c'est, je pense que tous les gens, tous les mecs diront la même chose de leur femme, mais pour moi, ma femme, c'est la femme parfaite, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que je vis et toutes mes opinions, non seulement elle les comprend, mais elle les partage. Et tu vois, c'est une nana qui veut prendre soin des enfants à la maison, elle travaille pas, etc. Et il y a tellement de gens qui vont m'insulter pour dire ça. Elle s'occupe des enfants à la maison quand moi je vais bosser, et puis je ramène l'argent à la maison, puis elle fait la lessive, la vaisselle, la cuisine. Oh là là, quel scandale! C'est-à-dire, mon Dieu, on a chacun décidé qu'on allait partager nos tâches, et oh mon Dieu, horrible! C'est-à-dire que ça se passe de la manière que les féministes, pour elles, c'est le diable, tu vois. Moi, je suis le diable quand je parle avec une féministe, je suis le diable incarné, tu vois. Puis après, ce qui me fait marrer, c'est oppresseur, voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que les féministes, elles se rendent pas compte, et c'est pour ça qu'elles sont minoritaires au sein des femmes. Il faut quand même garder les proportions. C'est-à-dire que même si on en fait tout un boucan dans les médias et qu'on parle que de ça, les femmes sont très minoritairement féministes, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui, pas peut-être du féminisme de la première vague, mais du féminisme actuel. Et donc, on se retrouve dans un cas de figure où on a une espèce de minorité qui fait du bruit et qui pense parler au nom de toutes les femmes. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, chaque fois que je parle avec des femmes, 19 fois sur 20, elles sont pas du tout féministes au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle veut... Oui, il y en a beaucoup qui sont crédules aux arguments féministes, qui croient que les femmes sont payées moins, je suis d'accord, mais moi... que c'est de l'oppression d'être seule à travailler à la maison, etc. Enfin, elles vont souscrire à tous les arguments tout en concluant à la fin. Mais moi, je ne suis pas féministe parce qu'elles ont saisi que l'image que les hommes qui travaillent en ont, c'est qu'elles sont chiantes si elles étaient féministes. Donc c'est pour ça qu'elles se disent pas féministes, mais en fait elles le sont quand même sur tous les critères. En fait. Puis au final, si tu regardes, elles agissent comme la plupart des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont féministes sur le papier parce qu'elles s'identifient à un mouvement. Mais quand il s'agit de décisions familiales, professionnelles, etc., elles reviennent à leurs premiers besoins. Tu vois ce que je veux dire ? Elles vont quand même considérer que leur mari est pas assez bien et elles vont divorcer à 43 ans en moyenne, donc souvent sous l'initiative de la femme. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à cause du féminisme, il y a plus de la moitié des couples qui s'interrompent. Complètement, donc c'est ça le risque. Pourquoi s'investir autant ? Alors pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que le problème, c'est que les femmes, enfin tu vois, moi je vais te donner du coup là je vais juste prendre le point de vue du psychothérapeute 2 secondes, ok. Il y a un nouveau mythe qui existe depuis quelques années, c'est le mythe du pervers narcissique, ok. On te parle à toutes les sauces du pervers narcissique parce que, alors il y a des pervers narcissiques, qu'on soit clair, mais c'est un mec sur 1000, ok, ou sur je sais pas combien. C'est 5%, ouais. 5%. Voilà, ouais, mais ça c'est vraiment en étant large, ok, c'est dès que le gars il est un peu manipulateur, c'est un pervers narcissique. Bon, à la base, le pervers narcissique, c'est quand même un gars qui planifie ses trucs, qui fait culpabiliser sa femme, qui fait tout pour la manipuler de tous les coins de manière très indirecte, qui se fait pas remarquer, etc., qui est très malin, qui est souvent très intelligent, etc. Je pense pas que 5% des hommes soient à ce point-là tordus, mais peut-être, je me trompe, je suis peut-être trop optimiste. Mais admettons. Le truc, c'est que tu vois, pour le coup, moi je suis admin du plus grand groupe d'hypnose Facebook français, et je vois depuis quelques années, de manière récurrente, des gens qui parlent de pervers narcissiques. Et je reçois une patiente qui me dit que son mari est un pervers narcissique, et c'est en permanence, et pour le coup on est en plein dans la déresponsabilisation de la femme qui, quand elle a un problème de couple, elle va au kiosque, au truc le plus proche, acheter un magazine de psychologie de merde, tu vois, le truc que tu lis sur la plage ou en vacances, qui lui dit à la page 34, découvrez si votre mari est un pervers narcissique en répondant à 6 questions. Et du coup, la nana, elle prend son magazine de psychologie, puis la première question c'est votre mari
rebaisse-t-il la cuvette après être allé aux toilettes? Et puis, c'est des conneries comme ça, tu vois. Et puis à la fin, si vous avez eu plus de B, votre mari est un pervers narcissique. Si vous avez eu plus de C, il est presque pervers narcissique. Si vous avez plus de D, il est à moitié pervers narcissique. Et puis si vous avez eu des A, c'est un gars normal. Donc déjà, tu vois, j'exagère, mais c'est un peu ça, tu vois. Et de toute façon, ce magazine, il est fait pour donner à la femme l'idée qu'elle a rien à se reprocher, que c'est tout le mari le problème, etc., etc. Effectivement, du coup, mais comment tu veux... la société est construite comme ça, voilà, j'ai l'impression. de plus en plus, effectivement. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes qui croient à ces conneries se rendent pas compte qu'on les prend pour des connes. Parce que je vais te dire un truc, les gens qui écrivent ces magazines, c'est des femmes payées par des hommes qui rigolent bien, tu vois. Et ils se disent, haha, les Mongols qui vont acheter ce magazine, on va leur vendre de la merde, et puis elles vont croire que ça marche, et puis ils font leur petit business comme ça, et puis pareil pour tous les régimes à la mode. C'est pas que ce magazine, hein, c'est aussi Le Monde, Le Figaro, enfin il faut quand même dire alors le fameux test, comme ça, peut-être pas ça, mais le coup du pervers narcissique, ils en parlent dans beaucoup de journaux, donc je veux quand même étendre le truc à plus complètement que... d'accord. Oui, c'est notre culture qui est responsabilisante. Mais ça, je voulais faire une précision, parce que j'en ai parlé dans le live que j'ai fait mardi dernier, c'était sur cette histoire d'être victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, parce que moi je parlais un peu de mon histoire traumatique avec une femme. Ah mais faut pas dire ça, hein, ça n'existe pas, excuse-moi. Non, enfin ça existe aussi, mais je voulais insister sur un fait, c'est que même quand on traverse une épreuve comme ça, on n'est pas victime. Enfin, c'est un truc sur lequel j'ai insisté, parce qu'on utilise le terme victime, mais je comprends. Pour ça, Alexis, tu as écouté mon émission, mais je disais que la victime, on est victime d'un accident de la route, on est victime d'un tremblement de terre, on est victime d'un viol. Enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a des puissances qui nous dépassent, qui nous écrasent là, et on n'a pas vu venir. Mais quand on reste 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans une relation, on n'est pas victime. On est. Voilà, je suis exactement d'accord. Moi, je dis que je suis victime de mon éducation, c'est-à-dire que j'ai pas été informé qu'il fallait me méfier de certaines personnes, etc. Ou j'aurais dû le deviner moi-même. Enfin, j'aurais dû être assez intelligent pour m'apercevoir moi-même que je faisais face à quelqu'un qui était de mauvaise foi. Mais je suis victime de moi-même et pas cette personne-là. Effectivement, on est censé être résistant. On ne peut pas être victime de soi. On ne peut pas être victime de soi-même non plus. Tu as. Non, je suis victime que j'ai pas repéré la technique de l'autre et que j'aurais dû la repérer. Voilà, c'est moi qui n'ai pas été assez clairvoyant ou pas repéré effectivement suffisamment ce qui est en train de m'arriver. Mais effectivement, j'ai qu'à moi à m'en vouloir de ce côté-là, ou alors à mon éducation ou au manque d'information, mais pas à l'autre, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais alors, juste pour le coup, moi, juste pendant que tu parlais avant, pas toi, mais Radou, j'ai tapé perverse narcissique sur Google juste pour me marrer. Et c'est marrant parce qu'il y a 20 fois moins de résultats que pour pervers narcissique, tu vois. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est-à-dire que c'est tout à fait symptomatique, tu vois. C'est-à-dire, et puis encore, je suis sûr que Google est gentil, et puis quand je mets pervers narcissique, il me sort des résultats où c'est écrit pervers narcissique, et puis il croit que j'ai écrit, je me suis trompé, tu vois. Donc c'est juste pour dire, il y a là clairement un marché émergent, et comme tu dis, Alexis, le truc c'est que ça se limite pas au magazine de psychologie. C'est mainstream, on va dire, mais c'est un vrai marché. C'est-à-dire que on sait, prenons Le Monde ou d'autres grands journaux comme ça, c'est des journaux qui en fait, si ils n'étaient pas subventionnés, fonctionneraient pas. Ok, donc ils seraient tous en faillite. C'est des trucs, c'est l'État qui paye pour. Donc forcément. L'État, on sait comment c'est dans l'État, enfin, je veux dire, il suffit de regarder les titres des ministères et toutes ces conneries pour se rendre compte qu'on voit bien qu'ils sont très éloignés de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, après, quand tu peux plus vendre en faisant de l'information, parce que tout le monde a compris que tu racontais de la merde et va chercher l'information ailleurs, quand tu peux plus vendre en faisant de l'exclusif, parce que sur internet tu reçois un tweet 12 heures avant que tu sortes ton journal, donc t'en as rien à foutre d'acheter le journal parce que tu étais au courant depuis une demi-journée, forcément tu vas devoir trouver des autres mécanismes de faire. Et puis malheureusement il y a ce problème, les femmes aujourd'hui elles ont besoin qu'on leur dise tu sais, c'est pas de ta faute. Tous les malheurs du monde viennent des autres, tous les problèmes c'est pas toi, t'es génial, t'es magnifique. Et moi j'ai une théorie qui est assez intéressante que j'ai développée avec un pote, c'est que plus une nana elle est moche, plus elle a de copines qui lui disent qu'elle est magnifique, d'accord? Donc tu verras une nana ça sur les réseaux sociaux, il suffit de regarder à chaque fois que tu as une meuf qui poste
une image, t'as toujours 50 copines qui vont lui dire Exactement. t'es belle ma chérie. Mais plus elle est moche, plus elle a de commentaires de nanas qui lui disent t'es belle, et plus elle est belle, moins il y en a, parce que les autres sont jalouses. Ouais. Ok ? Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que on est dans un monde maintenant qui récompense la laideur, la médiocrité, tous ces trucs chez la femme. C'est-à-dire que si ton Chez les hommes aussi. Oui, bien sûr, mais avant, la femme, elle n'était pas dans ce cas de figure parce que elle n'était pas exposée, je veux dire, et là pour le coup, je défends pas le modèle genre la femme à la maison qui n'a pas accès au marché du travail et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que pragmatiquement, si on regarde juste les faits, la femme, elle était un peu préservée de toute cette merde avant, tu vois, parce qu'elle n'était pas exposée à toutes ces conneries mercantiles d'exploitation du psyché humain qu'on a maintenant. Alors qu'aujourd'hui, elle va trouver, au lieu de chercher du sens dans un truc qui a de l'importance pour elle, elle va chercher du sens par de la gratification, ce qu'on appelle des feedback loops instantanés sur les réseaux sociaux. Donc, elle va féliciter ses copines moches en leur disant qu'elles sont magnifiques, et en échange, elle gagne des points pour que quand elle va poster une photo ou un truc, ces mêmes copines viendront lui dire à son tour qu'elle est magnifique. Et donc après, elles sortent entre laiderons. Oui, mais elle se crée une bulle factice en fait. Oui, bon. C'est ça le problème, c'est qu'après, elles sortent en boîte, elles sont entre moches, et puis elles se croient toutes magnifiques parce qu'elles se répètent le truc, et puis elles se retrouvent confrontées à la réalité, c'est-à-dire que au bout d'un moment, si tu peux te mentir autant que tu veux avec tes magazines, avec tes réseaux sociaux, avec tout ça, il y a un moment donné, si tu veux trouver un mec, il faut prendre soin de toi, tu vois ce que je veux dire, tu peux faker le truc autant que tu veux, il y a un moment donné, si t'es une connasse. C'est en train de dire que les femmes perdent le sens de l'effort prolongé, de l'effort à long terme, on fait un Exactement, effort aujourd'hui pour avoir un résultat. Regarde, la lutte contre la grossophobie, c'est un scandale. C'est exactement ça. Mais du coup, vous avez quand même confiance, enfin, je pense à Radou et toi, parce que vous êtes, vous dites aux gars, bah, revenez quand même vers les filles, essayez de trouver une bien, mais il y a moyen d'en trouver. Ouais, etc. mais elles sont rares. Vous avez confiance de trouver la bonne, etc. Moi je dis ça, moi je dis, pour moi, men go their own way, ça veut dire j'ai besoin de personne, casse-moi pas les couilles, je suis pas là pour vivre pour les femmes, c'est pas le fait de plaire qui va dicter ma vie, c'est pas le fait tu vois, il y a une époque, bon c'est toujours le cas, mais c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression, grâce aux féministes, et je les en remercie. À une époque, les mecs vivaient un peu pour plaire pour les femmes, pour tout, machin. Mais maintenant, de plus en plus, j'assiste à des discussions et dans des cercles qui sont pas du tout antiféministes. Donc c'est bien la preuve que les féministes font. Il y a une espèce d'effet boomerang qu'elles vont se prendre dans la gueule. C'est que j'assiste à des discussions genre oh putain les féministes elles nous cassent les couilles, qu'elles aillent se faire foutre toutes ces nanas qui je sais pas quoi. Et ça me fait plaisir parce que je me rends compte que tout à coup les mecs se disent ben voilà en fait j'ai pas besoin de vivre et de me définir en fonction du regard du genre opposé, en fonction de. Et pour moi c'est ça que ça veut dire. Tu vois, c'est juste ça. Maintenant si tu trouves la femme parfaite, ça veut pas dire non mais casse-toi, j'en ai rien à foutre, j'ai besoin de personne. Je dis pas que ça doit aller jusque là, tu vois. Et je pense honnêtement que il y a des femmes très intelligentes, belles, attentionnées, qui comprennent tout ce dont on parle, qui sont d'accord avec tout ce qu'on dit, et puis qui méritent d'être mariées, tu vois. Et moi j'en ai trouvé une, donc j'ai de la chance. Je dis pas que ça doit être un goal en soi d'en trouver une, parce qu'à ce moment-là c'est de nouveau poursuivre un truc, voilà. Maintenant si un jour le monde fait que, l'univers fait que tu en rencontres une et puis qu'elle partage toutes tes aspirations et qu'elle comprend tout ce que tu vis et tout ce que tu ressens, etc. Elle respecte ta masculinité comme tu respectes sa féminité, etc. et qu'il y a cette complémentarité, bah pour moi il n'y a pas de raison logique de pas créer quelque chose avec, tu vois. C'est juste ça que je veux dire. Voilà, moi je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit, donc j'en rajoute pas, moi, Alexis. Voilà. Non, très bien, c'est tout à fait convaincant. Voilà, moi j'ai mon histoire perso, mais c'est voilà, effectivement, je préfère des gens comme vous qui incitent les hommes à retrouver une vie sociale, etc., plutôt que des gens qui disent aux hommes isolez-vous. Donc effectivement, il faut pas être micto-extrémiste non plus, effectivement. La seule chose en fait par rapport à tout ça, c'est que, il me semble qu'il y a peut-être une surcouche de problèmes légaux et judiciaires qu'il n'y avait pas il y a quelque temps. Parce que les institutions ont un peu changé, que c'est beaucoup plus facile
d'avoir des problèmes liés au divorce, liés aux droits des pères. Enfin, on recevait il n'y a pas longtemps le président de SOS Papa, Nord J'ai Picardie. entendu ça, ouais. Et c'est vrai qu'après, moi je peux aussi comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas forcément s'engager complètement, mais dans la hiérarchie des mythos, moi je suis pas forcément pour dire il faut absolument s'éloigner à tout prix des femmes, quoi. C'est juste, Voilà. faut limiter les contacts avec les femmes qui sont potentiellement toxiques pour vous, et puis si Mais vous avez l'occasion de rencontrer des femmes je correctes, et peux. que ça se passe bien d'un point de vue, enfin, et qu'il y a pas de, enfin, que vous prenez un minimum de précautions d'un point de vue légal, juridique, etc. Bah, il n'y a pas de raison de fuir les femmes et d'aller vivre dans une grotte. Voilà, c'est. Peut-être le MGTOW, c'est aussi C'est juste. un mouvement de balancier, si tu veux, parce qu'il y a un tel, C'est il y a ça. un tel extrémisme pour dire, de toute façon, les femmes ne pourraient pas être justement perverses, narcissiques, les femmes ne pourraient pas être manipulatrices, les femmes ne pourraient pas être méchantes. Donc, je pense que quand même, il y a un tel excès dans un certain sens, parce que bon, c'est clair C'est ça. enfin, je caricature pour les besoins de l'analyse, mais il y a eu un tel excès de piédestalisation, on va dire, on va créer ce barbarisme, de mettre sur un tel excès dans le fait d'idéaliser les femmes, d'en faire des anges qui ne seraient pas susceptibles de faire de fautes Ouais. et que du coup je pense que le MGTOW, en tout cas le MGTOW anglophone, etc., c'est un excès, enfin c'est un retour de balancier pour Je suis d'accord, ouais. rétablir, on va dire, c'est symboliquement, Un équilibre, ouais, quoi. un équilibre symbolique, on va dire bon maintenant, Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, le problème du féminisme actuel et de l'extrémisme, c'est que c'est les femmes les premières victimes du féminisme. C'est-à-dire que si je reprends le côté, tu parlais de trucs juridiques avant et tout ça. Regarde, quelqu'un qui veut se marier et puis qui se dit mais putain, moi par exemple hier soir je bouffais avec un pote qui s'est fait tromper par sa femme et puis maintenant il est en procès avec elle et puis elle va encore prendre la moitié de son fric et puis la garde des gosses, tu vois. Et donc je veux dire, il y a un moment donné, les mecs vont commencer à se dire ah, vous voulez tout l'argent, le beurre et l'argent du beurre, ben nous on n'a plus besoin de vous. Et je suis d'accord qu'en ce sens, ça va rééquilibrer les forces parce que ça va dire, en gros le message c'est ben tu vois c'est genre on affirme notre indépendance pour que la femme en face se rende compte aussi des conneries qu'elle fait. Une des premières conséquences du mouvement MeToo, par exemple, c'est que maintenant, dans les grandes entreprises, les hommes qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont placés haut dans la hiérarchie n'osent plus mentorer des femmes parce qu'ils ont peur que dans 10 ans, elles les accusent d'attouchement, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que. Et puis, tu parles aussi de cette piédestalisation, ou je sais pas comment tu as dit. Il y a un truc qui est clair dans la littérature scientifique, c'est que la femme, elle est beaucoup plus violente psychologiquement que l'homme. Parce qu'elle est beaucoup plus intelligente que l'homme émotionnellement. Est-ce que tu as des sources là-dessus Oui, alors je peux te donner des sources, je les ai pas comme ça. Parce que je voulais justement faire un cycle sur comment reconnaître l'équivalent des perverses narcissiques au féminin. Je vais te donner une source très simple. Dans 25% des divorces, la femme, elle accuse le père d'avoir attouché les gosses. Voilà, point. Il y a pas 25% dans 25% des divorces. Je crois que c'est la dernière statistique en Europe, ok 25%, ou peut-être même en France, faut vérifier. Donc dans un cas des divorces, la femme, pour avoir la garde, elle dit le mari, il touchait les gosses quand ils étaient petits, etc. Ok. Alors tu veux me faire croire que 25% des hommes mariés sont des pédophiles? C'est complètement ridicule, ok. Bah non, tout le monde sait bien que c'est un homme sur 2 ou 3. Voilà, bah, évidemment. C'est pour ça. Alexis qui nous troll ça. Citation sur Linda, c'est pour ça qu'il pas suivi. C'est pour ça que c'est ridicule. 25%, ce serait bien plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour dire, on sait très bien que les femmes, elles mentent. Elles mentent, mais elles mentent beaucoup plus que les hommes parce que 2 hommes, quand ils discutent, et pour le coup, encore une fois, je suis pragmatique, c'est même pas. Je veux dire, une nana qui a le raisonnement limité, elle va trouver scandaleux que je dise ça, mais en vrai, si tu réfléchis 2 secondes, 2 hommes qui discutent sur un affrontement, ils ont cette tension permanente de est-ce que ça va partir en baston, tu vois. Et donc, ils doivent régler les choses vite parce que sinon, on se tape sur la gueule. Donc, on a ce côté franc, direct, et puis même des fois, on se tape sur la gueule, puis après, c'est réglé, on va boire des bières ensemble. Tu vois ce que je veux dire? La femme, dans le couple, mais aussi avec les autres femmes, c'est très différent parce qu'elle n'a pas ce côté-là de la tension physique, elle n'a pas le côté violence physique qui est aussi développé que chez l'homme. Et là, pour le coup, encore une fois, la hiérarchie, la littérature scientifique, elle est claire. Les hommes sont beaucoup plus agressifs que les femmes en moyenne. Mais
parce que la femme, justement, elle est moins agressive physiquement, elle a dû trouver des manières de compenser son agression par des moyens détournés. Donc elle a développé des stratégies indirectes de violence psychologique, émotionnelle, etc., qui compense pour son manque de puissance physique. Oui, mais voilà, je crois que ça, tout le monde l'a réalisé, sauf les féministes, en fait. Complètement logique. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que c'est même pas un reproche qu'on fait aux femmes de dire ça. C'est juste normal, puisque la nature, elle fait que l'homme est plus fort, grand, etc., en moyenne que la femme doit compenser autrement. C'est pas parce que c'est une pute qu'on dit ça. C'est juste parce que c'est la conséquence logique de la distribution génétique chez l'homme, c'est tout. Oui. Et donc, de faire comme si c'était un scandale et qu'on accusait les femmes d'eux en disant ça, c'est débile, c'est juste un fait. Je pense qu'il y a aussi une chose qui vient encore plus loin, c'est-à-dire que un homme vaut ce que vaut sa parole. Donc il y a un lien à la parole chez le sexe masculin qui est différent du lien à la parole chez les femmes, en fait. L'honneur des femmes traditionnellement, c'est l'honneur sexuel. C'est ce qu'on appelle l'honneur sexuel, c'est-à-dire il n'est pas lié à l'accomplissement d'une parole donnée. Alors que chez l'homme, l'aspect franc, etc., c'est lié au fait que finalement, on vaut ce que vaut notre parole. Donc derrière la femme, elle a un usage de la parole totalement différent. Et là, elle fait des shit tests, elle fait des tas de choses. Enfin, la parole lui sert à non pas à communiquer une... Oui, elle peut mentir et elle sera pas excommuniée. Non, mais justement parce qu'elle a développé cette stratégie. Non, mais sans aller jusqu'au mensonge, elle va te tester, elle va exprimer des émotions par la parole, elle va pas toujours te communiquer une info, elle va juste... l'usage de la parole est totalement différent et totalement légitime, sauf que je pense qu'il y a là le décalage, et quand on est élevé d'une façon mixte, etc., et on croit que les hommes et les femmes sont identiques, les hommes, en fait, ne comprennent pas, on ne renseigne pas qu'en fait, non, une femme ne parle pas pour vous communiquer une info, elle parle à d'autres fins. Voilà. Et c'est ça. Moi je pense que c'est une carence dans l'éducation des hommes auquel d'ailleurs j'essaie de pallier par mes vidéos. C'est que oui, il faut comprendre qu'il y a une manipulation psychologique inhérente aux relations humaines et qu'on peut et qui est plus grande chez la femme. Oui, et plus grande chez la femme, effectivement, mais qui est pas non plus... Moi, je crois pas trop à cette histoire d'intelligence émotionnelle supérieure de la femme. Je pense que ça, c'est plutôt un mythe qu'on entretient sur... Pour le coup, je peux te partager des études scientifiques qui sont quand même très bonnes. Hein, même sur le concept d'intelligence émotionnelle. Je vais te donner un exemple tout bête, ok ? Oui. Tu prends des femmes et des hommes, et puis tu les mets dans une chambre où ils se voient pas, et tu sais pas si c'est un homme ou une femme qui est à côté de toi, d'accord ? Et la personne, elle doit juste te toucher quelques secondes pour te transmettre une émotion. Okay, quand c'est deux femmes qui se touchent pendant quelques secondes pour se transmettre une émotion, quasiment 100% du temps, elles arrivent à identifier l'émotion en question. D'accord ? Quand c'est un homme et une femme, c'est très intéressant parce que l'homme, il est plus du tout capable de cerner certaines émotions que lui transmettent la femme. Donc ça met le point sur des trucs. Donc par exemple, deux hommes entre eux vont avoir beaucoup plus de facilité à cerner des émotions comme la colère, etc. Alors que deux femmes, pas. Mais par exemple, un homme et une femme, l'homme va avoir beaucoup plus de difficultés à cerner des émotions comme l'amour ou des trucs comme ça. Et en vrai, c'est très intéressant parce qu'on peut faire des tests homme-homme, femme-femme, homme-femme, et puis systématiquement, on a les mêmes résultats qui émergent, où les femmes communiquent mieux les émotions, et les hommes ont plus de mal à ressentir les émotions. Et on peut le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'après, tu peux décliner cette expérience, que ce soit de manière non verbale comme ça, à des manières verbales, c'est-à-dire en prenant le timbre de la voix, et puis en faisant dire des mots neutres à des hommes ou des femmes sous une intensité, en vivant une certaine émotion, la femme va pouvoir identifier l'émotion là où l'homme aura du mal, etc. Tu peux le faire de manière faciale aussi. Les femmes, en règle générale, lisent mieux les émotions sur le visage que les hommes. Alors, mais évidemment, ça ne veut pas dire que les hommes sont complètement nuls, complètement cons et qu'ils n'arrivent pas à cerner les émotions. Ça veut juste dire qu'en moyenne, comme un homme est plus agressif qu'une femme, une femme est plus capable de lire les émotions qu'un homme. Et donc, elles ont un avantage. Dans The Boy Crisis de Warren Farrell, il y avait une mention que il faisait la même expérience, ou une expérience similaire, mais en fait, quand il donnait 100 € si l'homme réussit le test, eh bien, les hommes deviennent beaucoup plus capables d'identifier les émotions. Donc, c'est aussi une histoire d'éducation finalement, et de socialisation, pas seulement de choses innées. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont innées, mais c'est une histoire d'éducation. Et je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement tabou de parler de la psychologie féminine dans les journaux ou sur Internet. Souvent on a interdit et censuré, mais je pense qu'il faut le faire parce que
voilà, moi si je reproche un truc par rapport à mon histoire avec une fille, voilà, c'est justement j'ai pas su reconnaître la nature de ce qu'elle me faisait parce que je n'ai pas été éduqué à ça. Et justement, le fait d'en parler sur internet, ça permettra de permettre aux gens d'identifier l'équivalent des perverses narcissiques Bien au sûr, féminin. bien sûr, je comprends. C'est tout à fait important d'éduquer les gens sur ces problèmes parce que effectivement, chacun dans le couple va utiliser des leviers XY et plus le couple entre guillemets, plus on est armé pour détecter les manipulations et les choses comme ça, ce qui pour le coup est assez rigolo parce que comme je le disais avant, tu tapes perverse narcissique sur Google, tu trouves beaucoup moins de résultats, alors que c'est factuellement établi que les femmes sont plus manipulatrices que les hommes. Donc il y a quand même une incohérence totale dans ce cas de figure, tu vois. Non, mais je dirais que, aussi pour rebondir à ce que tu dis Alexis, c'est que non, il y a pas forcément une carence dans notre éducation. Je dirais, normalement, la littérature et la philo, c'est censé t'apprendre un petit peu à deviner comment réfléchit l'autre. Donc, c'est la littérature par excellence, la grande littérature, ça t'apprend. Si tu lis les liaisons dangereuses. Ça a été raté chez moi parce que j'ai pas réussi à reconnaître. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas reçu suffisamment de cette littérature. Effectivement, je suis peut-être pas assez littéraire ou un truc comme ça. Mais il y a aussi la tradition orale, hein, le fait de pouvoir se retrouver entre groupes d'hommes, les boys clubs, hein, le fait qu'ils soient de plus en plus interdits, ça fait que j'ai pas pu recevoir cette information-là à travers des copains ou des papas, etc. Enfin, il y a plusieurs façons dont ça pourrait être transmis. Ouais, c'est sûr. Mais par exemple, le fait que tu le fasses, c'est génial parce que j'apprends des choses sur tes vidéos, tu vois. Enfin, c'est extrêmement utile que tu le fasses. Ouais. Non, mais là encore, je reviens à mon topo. Oui, la littérature t'apprend les manipulations, quoi. C'est là où tu comprends comment on pense certains. Enfin, oui, sauf que la littérature qui te l'apprend, elle va être bannie des bibliothèques parce qu'elle est sexiste. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a quand même un truc avant qu'ils bannissent les liaisons dangereuses. Avant qu'ils bannissent les liaisons dangereuses. Non, mais d'accord, mais je sais plus. Je sais plus maintenant. Putain, moi je dirais que c'est pas un problème de censure enfin je pense pas qu'il va y avoir des trucs qui vont être interdits si tu veux. C'est moi ce dont je me méfie, c'est soit d'une réécriture de certains trucs. C'est-à-dire qu'on va proposer une version abrégée ou une version remasterisée des liaisons dangereuses. Un petit peu le travail que faisait le personnage du roman un des personnages principaux exactement, ouais. De l'homme surnuméraire de l'homme surnuméraire. Ouais. Oui, il y a un mois, ouais. D'accord. Donc il y a soit ça, à mon avis, ça c'est possible. Enfin, franchement, je le vois carrément venir que. Excuse-moi. Soit le fait qu'on va rendre obsolètes certains bouquins en disant qu'on va mettre en avant peut-être plutôt le cinéma et le cinéma on va submerger ce qui existait de éventuellement intéressant avec des nouveaux contenus un peu préformatés, un peu uniformisés et qui correspondent à une certaine narration si tu veux. Et par exemple, on parlait tout à l'heure des dessins animés, enfin je rebondis très très tard sur le sujet mais vas-y. Tu parlais des dessins animés pour dire les dessins animés quand j'étais petit, il y avait un message, il y avait un sens. Jean, mais en réalité, il y a aussi un message et un sens dans les dessins animés aujourd'hui. Regarde les dessins animés de Disney, par exemple, sur les princesses qui sont émancipées, libres et indépendantes. Mais c'est la même chose, c'est juste que le message, c'est plus le même. Je suis d'accord. Mais pour le coup, si tu dis que tu penses pas qu'on va forcément interdire les livres, etc., je vais juste te lire une news que j'ai lue il y a quelques semaines, je viens de la retrouver. L'établissement barcelonais Taber de Sarrià vient de retirer de sa bibliothèque 200 ouvrages accusés de véhiculer des préjugés sexistes ou racistes. Ces initiatives menées après examen des textes par une commission se multiplient en Catalogne. Parmi eux se trouve Le Petit Chaperon Rouge. Ok, il y a plein d'autres classiques du même genre. Donc oui, Le Petit Chaperon Rouge aujourd'hui. Voilà. Donc quand je te dis que ça va arriver, c'est-à-dire qu'on commence par Le Petit Chaperon Rouge, tu vois. Et puis donc déjà, je veux dire. Il faut m'expliquer où est-ce qu'il est sexiste, ce Petit Chaperon Rouge, parce que c'est l'histoire d'une petite... le grand méchant loup avec ses grands... Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est antisexiste par essence. Cette histoire, ce qu'elle raconte, c'est une petite fille naïve et sans défense triomphe par l'intelligence et grâce, oh mon Dieu, au chasseur protecteur qui vient la sauver à la fin, etc., du grand méchant loup. Mais il y a toute une lecture que tu peux faire derrière de l'obstacle, de la manipulation des trucs. Et au contraire, on pourrait avoir une lecture complètement féministe de cette histoire en disant « Regarde, le grand méchant loup, c'est le mal qui va te manipuler, et qui va manipuler tout le monde et machin. Et la pauvre grand-mère qui est sans défense, c'est le méchant loup qui est le mâle dominant qui va la manger, etc. » Donc,
En fait, c'est qu'une question de lecture. Et en vrai, c'est qu'on va commencer à poser cette lecture à de plus en plus de choses. Et on va commencer à dire... Alors évidemment, j'espère qu'on aura une réaction assez proportionnée avant qu'on en arrive là. Et puis que le monde commence à regagner un petit peu de raison. Mais si ça continue comme ça, on va commencer à avoir des films interdits avant leur sortie, des livres interdits de bibliothèque, et puis des trucs qui n'ont aucun sens. Je suis d'accord avec toi. D'autant que cette histoire de chaperon rouge... Enfin, tu connais sûrement Eric Berne et l'analyse transactionnelle. Et il y a une très bonne analyse du petit chaperon rouge dans un de ses livres, je crois que ça s'appelle Que dites-vous après avoir dit bonjour. Dans ce livre, il analyse plusieurs contes de fées, et notamment, enfin, si quand même sur le petit chaperon rouge, c'est l'idée. Pourquoi est-ce que cette grand-mère vit seule dans une forêt quand même, hein? C'est pas quand même, c'est un peu étrange, hein. Est-ce qu'elle n'aimerait quand même pas être attaquée par le grand méchant loup quand même? Et d'ailleurs, c'est quoi cette mère irresponsable qui envoie sa gamine traverser la forêt? Pourquoi d'ailleurs elle avait besoin de se retrouver toute seule aussi, la mère, hein? C'est pas, tu vois, on peut, tu vois, c'est clair. Non mais voilà. C'est quand même étrange, hein. Toutes ces bonnes femmes qui vivent toutes seules quand même, hein. Et après il y a le grand méchant loup qui arrive. Ah, c'est quand même. Ah, c'est triste. Est-ce que finalement, le fait que la grand-mère vive toute seule, c'est pas une parabole de ce que vivent toutes les femmes féministes qui finissent avec 3 chats? Mais oui, mais c'est ça. Oui. Et puis le grand méchant loup, c'est l'éternel retour du concret qui vient rappeler à la vieille grand-mère que si elle a pas un mec avec un fusil qui se balade dans le coin, bah elle risque de mal finir, tu vois. Ouais. Alors, on parlait de dessins animés tout à l'heure et tu nous as cité certains que je connaissais pas. Mais en fait, si ça se trouve, c'est parce que. Donc, je crois que tu habites en Suisse, c'est ça? C'est ça, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler du féminisme en Suisse? Où est-ce que ça en est? Est-ce que tu sais par Ah rapport oui, il y à la a France, un aux sujet États-Unis, d'actualité aussi à aborder sur le féminisme en Suisse, c'est la grève des femmes ou je sais pas quoi qui arrive le 14 juin ou juillet, je sais plus. Ouais, alors... Oui, à 0,49. Ouais, alors si tu veux, le féminisme en Suisse, c'est comme le féminisme français, en plus intelligent et donc en plus débile. C'est-à-dire que le féministe suisse, la différence avec le féministe français, qui est une espèce d'idéologie bidon à 2 balles où les gens se donnent même plus la peine de discuter et d'argumenter, et on est dans l'invective et le truc. Le féminisme suisse, il prétend se baser sur quelque chose, sur une approche pragmatique, machin. Mais il y a 2 jours en arrière, il y a une émission à la télé en Suisse qui s'appelle TTC pour toute taxe comprise, qui est une émission sur la finance, sur le commerce, sur des trucs comme ça. Et on interrogeait une nana qui venait expliquer qu'il y avait 20% d'écart salarial. Et le mec qui l'interrogeait, qui est censé être un économiste, trouvait ça normal, tu vois. Donc, et on était là, oui, et on expliquait avec tout un tas d'arguments de merde qui sont débunkés depuis longtemps, pourquoi il y a une différence salariale, etc. Et c'est ça le problème en Suisse, c'est que les femmes en Suisse se font manipuler par un féminisme qui est beaucoup plus crédible que le féminisme français, donc qui fait d'autant plus de dégâts. C'est-à-dire que on n'a pas de Caroline Fourest chez nous, on n'a pas de Haas ou je sais pas qui encore d'autres, de Léa Salamé ou je sais pas quoi. On a vraiment des féministes intelligentes sur le papier, des professeurs d'université, des trucs et tout ça. Et c'est à eux qu'on donne la parole, parce qu'en Suisse, pour le coup, on a un sens du débat, ça vient aussi de notre culture politique et tout ça, qui est beaucoup plus développé qu'en France, dans le sens où on a des vrais débats de fond qui n'existent plus en France, parce que la liberté d'expression, elle a disparu, et puis qu'il y a tout un tas de licras, de machins, de trucs qui portent plainte tous les 2 jours parce que telle personne a dit tel truc sur un plateau télé, donc on peut plus rien dire. Fais gaffe, tu vas faire interdire notre podcast en disant ça. En Suisse, on n'a pas du tout ça. Donc du coup, on a des débats sur des sujets importants, avec des contradicteurs de tout un tas de milieux. Mais le problème, c'est que du coup, on crédibilise indirectement les théories fumeuses féministes qui sont vraiment, pour le coup, marginalisées dans le milieu académique et qui ne sont pas du tout considérées comme crédibles au niveau scientifique. Mais on les met sur un pied d'égalité avec des autres théories, tu vois. C'est comme si on disait... je sais pas, moi, il y a un mec qui dit que la Lune, elle est cubique, et puis il est prof à Harvard, alors du coup, on l'amène, et on va prendre ce gars qui dit n'importe quoi, mais on va lui donner un statut, et puis on va parler avec d'autres, et puis du coup, il y a plein de gens qui vont se faire avoir par l'argument d'autorité, tu vois. Moi, je pense qu'il y a ça. Est-ce qu'en entreprise aussi, vous faites beaucoup d'égalité, par exemple? Ouais, alors, le problème avec la boîte, c'est que... Ah, tu travailles pas beaucoup en entreprise, je crois. Tu es assez indépendant comme personne. Voilà, bon, moi, j'ai travaillé 1 mois dans ma vie en entreprise, mais pour le coup, je consulte en entreprise, c'est une de mes activités secondaires, mais ça m'arrive de consulter en entreprise au niveau leadership et tout ça. Et donc,
le problème en Suisse, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on se retrouve maintenant dans un cas où il y a une espèce de suspicion. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai vu une émission à la télé où il y avait une nana qui racontait, c'était hyper dramatisé, elle était face cachée, la voix modifiée, comme si c'était un témoignage anonyme de quelqu'un de persécuté, qui disait une fois, un collègue masculin a ouvert un document sur son ordi, et puis je me suis rendu compte qu'il était plus payé que moi. Et puis là, tu avais une musique dramatique. Et puis la nana explique que pourtant, ils ont le même poste, ils font le même travail, etc. Tu vois. Et on donne jamais on donne pas la parole au mec en face. Alors que si ça se trouve, il fait des heures sup, si ça se trouve, il a des compétences supérieures. Bref, il y a tout un tas de trucs qu'on n'a pas dit. Mais sur le papier, on fait le même travail, donc forcément, il y a discrimination. Et puis, on prend des cas anecdotiques comme ça, puis on extrapole. Et puis, après, on invite quelques profs d'uni qui sont complètement débiles, qui ont fait spécialisation sociologie féministe, donc du coup, qui n'ont aucune idée ni en biologie, ni en psychologie, ni en rien du tout, puis qui ont des biais complets dans tous les sens. Et puis, du coup, ça influence beaucoup le travail, ça influence la société, ça influence partout. Et moi, je vois une trend en Suisse, et c'est aussi pour ça que j'ai fait mes vidéos féministes. C'est parce qu'il y a quelques années encore, il y a 4-5 ans, 3-4 ans, la Suisse, elle était relativement épargnée. Okay, mais il y a eu une espèce de switch à un moment que je ne sais pas d'où il vient, si c'est parce que la France est devenue... Ouais, c'est 2013 et je pense que c'est les réseaux sociaux comme YouTube et Facebook ont permis de répandre ça aussi. Voilà, c'est clair. Mais il y a eu une espèce d'extrémisation ou d'hystérisation du féminisme en francophonie qui s'est tout à coup prolongée dans la Suisse et qui avant n'était pas du tout présente. Et puis on a commencé à avoir des gens qui racontent des conneries sur les plateaux de télé, chose que je me disais oh ouf, en Suisse on est épargné, tu vois. Et ça commençait et ça commence encore. Et moi, comme je te dis, je suis d'une famille qui est plutôt de gauche. J'ai moi-même été une espèce de gauchiste à une époque parce que j'étais pour le coup sous influence et tout ça. Et voilà, bon, pour le coup, le féminisme, ça n'a jamais trop été ma tasse de thé depuis toujours, mais pour d'autres trucs. Et en fait, le problème, c'est que ces gens s'entourent. Je sais plus quel intellectuel américain a inventé cette phrase, mais il parlait de spirale. Je sais plus comment, spirale relationnelle ou tourbillon relationnel. C'est pas René Girard, ça. C'est spirale mimétique. Non, alors c'est autre chose. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une analyse sur les réseaux sociaux, mais qui se prolonge. C'est-à-dire que l'idée, c'est tu vois quelqu'un qui partage un truc que t'aimes pas, tu te désabonnes, voire tu le retires de ta liste d'amis ou tu le bloques. Et puis tu fais ça 10 fois, puis du coup Facebook te donne que des gens qui partagent ton avis. Du coup, tu penses que ton avis c'est la vie mainstream. Du coup, tu crois que t'as raison. Du coup, tu casses les couilles à tout le monde. Oui, c'est un biais cognitif. Là, t'es dans un tunnel. Voilà, oui, c'est un biais de sélection de base, biais de confirmation, biais de sélection, biais de disponibilité, tout en même temps. Le problème, c'est que tu surestimes le nombre de gens qui pensent comme toi, parce que tu crois que tu as tout compris, que c'est mainstream et que le monde entier a compris que le patriarcat c'était le diable. Et puis en fait, après, quand tu sors dans la rue, tu te rends compte que c'est pas comme ça. Donc tu t'entoures que de gens qui pensent comme toi parce que tu veux pas te sentir mis de côté, enfin je sais pas comment dire, exclu par les gens qui ont un minimum de raison encore en eux. Et puis du coup, ça donne des espèces de groupes qui se radicalisent parce qu'ils se séparent de la société. Et je pense que c'est effectivement, ça rejoint ce que tu disais avant. Les mouvements entre guillemets masculinistes actuels qui émergent viennent servir de balancier à ça. C'est une manière de dire aux gens, ça rééquilibre les forces. Mais ils doivent faire gaffe au même truc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est clair. qu'on peut aussi passer son temps à écouter, à consommer du contenu masculin et à être confirmé dans pas mal d'idées et aussi faire monter ce que j'appelle faire monter en jus propre et du coup tu montes aux extrêmes. C'est un peu comme même les cellules islamistes, n'importe quoi, tu te montes le bourrichon entre potes et au bout du tunnel, toutes les femmes c'est des diablesses, c'est ça, c'est clair. Où tous les hommes c'est des porcs. Bon, là-dessus j'étais pas trop d'accord parce que quand même l'expérience perso de la vraie vie en fait m'a montré ce que tu dis là, alors que je l'ai pas chopé des réseaux sociaux. Donc je veux dire, oui, je suis d'accord qu'il y a un risque d'être dans un effet bulle, mais d'un autre côté, je pense qu'on n'est pas tant que ça dans un effet bulle, et on se rassemble avec des gens qui pensent comme nous parce qu'on en a marre du monde extérieur. Et je pense que c'est beaucoup le cas des gens qui se passionnent du coup pour l'informatique ou pour les jeux vidéo. C'est parce qu'au moins les jeux vidéo, ils leur répondent et ils leur parlent, alors que c'est une fuite de la réalité. Sauf que quand tu aimes les jeux vidéo et que quelqu'un dit moi je préfère Netflix, tu le bloques pas et tu le supprimes pas de ton Facebook. Tu vois ce que je veux dire?
Le problème, Non, mais je veux dire, c'est quand tu commences à de croire qu'on exclure n'a les pas gens. conscience que le monde extérieur existe, c'est Non, trop. non, mais attention, extrémiste je aussi, vais quoi. peut-être préciser mon propos. Ce que je veux dire, c'est que dès le moment où tu commences à exclure les gens qui pensent pas comme toi, plutôt que de te rassembler, il y a aucun problème à te rassembler avec les gens. Dans un monde où il y a 90% de gens qui sont féministes, mais effectivement, c'est j'ai un trié sur mon mythe, ça. Facebook pour avoir des gens qui pensent relativement comme moi. Parce C'est que un mythe, ça. Il n'y a pas 90% des gens qui sont féministes. Ah bah si, 90% des gens qui approuvent les idées féministes, qui Ouais, pensent que les femmes mais sont ça, payées moins, par exemple. je veux bien que tu me sources ça, parce que d'après les derniers sondages, même les femmes. Oui, non, mais qui pensent que les femmes sont payées moins, ça veut pas dire qu'ils sont féministes. Si tu regardes. Bah si, parce que du coup, ils vont souscrire aux autres idées qu'on déduit à partir de Alors pourquoi, de ces sondages-là, par etc. exemple, en Grande-Bretagne, il n'y a que 17% des femmes qui se disent féministes? Pourquoi? Qui se disent féministes, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir Non, la réputation d'être non, parce féministes. que si tu regardes mais les chiffres. les 90% qui restent continuent Non, de parce que croire quand tu leur demandes, qu'elles sont oppressées par la société. Quand tu leur poses la question après, c'est et si vous n'êtes pas féministe, est-ce que vous vous reconnaissez dans les idées féministes? Il n'y a que 40 ou 45% qui disent oui. Donc on est quand même loin des 90%. Tu peux. Non, mais enfin, quand tu vas au travail, etc., tu es entouré de gens qui sont féministes, c'est l'idéologie majoritaire en ce moment. Je suis d'accord. C'est extrêmement majoritaire. Mais et donc ça devient combien le assez sont chiant en vraiment fait, de socialiser avec des gens qui sont comme ça. Mais combien en fait. le sont Et vraiment donc effectivement, je les ai exclus de mes réseaux. Ok, mais combien le sont vraiment et combien le sont par peur de ne pas être dans l'idéologie mainstream? Ça, on s'en fout parce qu'ils le sont vraiment. Du coup, ça crée une dissonance cognitive qui est chiante à supporter. Et du coup, effectivement, je les exclus. Parce que j'ai suffisamment vécu ça dans ma vie, je me suis suffisamment responsabilisé de ma vie pour dire aujourd'hui, bah, c'est pas moi le responsable des conneries que vous subissez, et je peux en entendre parler. Je dis pas le Donc contraire. effectivement, il y a un effet de bulle, mais il faut pas croire non plus qu'on croit qu'on est seul au monde. Attention, je dis pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux garder la raison et puis savoir et puis te rendre compte à quel moment tu vas trop loin dans ton extrémisme. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que au début, tu exclus des gens. Je veux bien que tu le fasses en toute connaissance de cause. Là, toi, tu en parles avec un certain recul, c'est-à-dire que tu sais que tu supprimes des gens parce qu'ils te cassent les couilles, parce que t'es pas responsable qu'ils soient complètement manipulés, t'en as ras le cul de voir ces gens. Je peux comprendre, mais tu es suffisamment conscient des limites de tout ça, de l'extrémisme vers lequel ça peut mener, pour avoir un certain recul. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'auront pas ton recul et dans un sens au niveau masculiniste comme au niveau féministe, qui vont s'enfermer dans leur truc, se monter en épingle et qui vont devenir extrémistes. Et ça, c'est vraiment un problème. Là où tu as raison, c'est que j'arrête de lire Le Monde parce que j'en ai marre de lire Le Monde, alors que c'est un journal qui a été censé être centriste. Voilà. On s'aperçoit qu'il est centriste, très progressiste, donc très féministe, mais c'est pas un journal qui était censé être centriste. Mais après, tu vois, il y a aussi des tas de gens qui sont féministes ou qui sont sur un sujet et qui sont... Enfin, si tu abordes le sujet du féminisme avec eux, ils vont éventuellement avoir un avis qui te plaît pas, mais sur d'autres questions, bah, tu peux discuter et ça pose pas de problème. Moi, j'ai des potes, honnêtement, j'ai des potes de à peu près tous les partis politiques, j'ai même des potes communistes. Bon, bah, je peux parler avec eux, tant qu'on va pas aller sur un point où je vais avoir le logiciel communiste qui va venir essayer de me parler. Tant qu'ils sont pas dans un mode de play, enfin j'ai oublié le terme français, joueur. C'est quoi les NPC en français? Personnage non joueur. Personnage non joueur, voilà. Tant qu'ils sont pas dans un rôle de personnage non joueur et que ils sont un petit peu intelligents et que on peut discuter de trucs, enfin je veux dire, on peut discuter de plein de choses sans avoir un logiciel, une idéologie qui vient se ramener, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça aussi la limite, c'est-à-dire que peut-être que, il faudrait pas non plus exclure a priori c'est ça. toute discussion avec des gens juste parce qu'ils ont une idée qui te plaît pas. Moi, je vais te dire, il y a quelques temps, j'ai eu, et ça m'arrive de plus en plus, j'ai eu des discussions avec des femmes qui se pensaient féministes. Et le simple fait, et j'en ai une très récente, j'ai un exemple très récent en tête, le simple fait de leur parler un petit peu de science, de leur expliquer les choses avec un point de vue rationnel et pragmatique, les a complètement fait changer d'avis, tu vois. Et si j'avais coupé a priori, comme tu dis, le dialogue avec ces gens, je leur aurais fermé la porte à ce revirement-là. Et je pense que plus on va avoir de gens qu'on va pouvoir ramener dans le droit chemin, et je te parle en tant que gars à qui on reproche souvent d'être un gars assez, tu vois, au contraire, qui voilà, exactement. Mais je suis le premier à être critiqué pour ça, et en même temps, je pense que plus on va avoir la patience, l'ouverture et l'espoir qu'on peut rationaliser les positions des gens et puis les ramener dans un truc plus juste, plus logique, plus pragmatique, mieux c'est.
Alors évidemment, ça a plein de sous-entendus derrière, mais si le but c'est de se retrouver entre nous, on peut le faire, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème à se rassembler, c'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre, il y a un côté, il faut savoir faire la part des choses, il ne faut pas se fermer, et moi je trouve génial de parler avec un nazi et un communiste, et c'est con à dire, mais on a perdu aujourd'hui ce sens du débat. À une époque, tu pouvais être ami et pas du tout d'accord politiquement, et quand même être amis, tu vois. Et aujourd'hui, de plus en plus... Effectivement, le monde moderne a extrémisé les positions. De plus en plus, d'ailleurs, on se dissocie en parlant des de gens. cette mixité, j'avais une dernière question sur ta chaîne, c'est quelle place a le féminisme dans ta chaîne? Parce que finalement, on t'interview parce qu'on a vu que tu as fait 2-3 vidéos qui ont eu du succès sur le féminisme, ou sur les salaires par exemple, mais tu disais tout à l'heure que c'était pas du tout le but principal finalement. Ouais, alors en fait, d'autres sujets. moi, ce qui me... Donc, je suis un peu connu, on va dire, dans mon cercle social. J'ai un peu cette étiquette du gars que tu appelles quand tu as besoin de te prendre un coup de pied au cul. Okay, donc tous les jours, et j'exagère pas, tous les jours, j'ai des gens que je connais qui m'appellent parce que comme je suis entreprenant, j'ai plusieurs boîtes, je fais des trucs, je suis indépendant depuis toujours, machin, je me bouge le cul. Quand ils sentent qu'ils ont du mal à se bouger le cul, qu'ils ont besoin qu'on leur mette un coup de pied, ils m'appellent. Et puis je leur passe un petit savon au téléphone, et puis après ça va mieux, puis c'est bon, ils se bougent le cul. Okay, et moi, il n'y a rien qui m'énerve plus depuis toujours que les gens qui trouvent tout un tas d'excuses bidons pour excuser leur médiocrité, leur inaction, leur victimisation, leur peu importe, tu mets le mot que tu veux à la place. Et comme aujourd'hui, le prétexte numéro 1 pour se victimiser chez les femmes, en tout cas, mais de plus en plus chez les hommes, malheureusement, c'est le méchant sexisme, patriarcat, je sais pas quoi. Il n'y a rien de pire d'ailleurs que toutes ces espèces de chevaliers blancs, j'en ai pris des commentaires de chevaliers blancs après mes vidéos, je peux te dire, qui parlent à la place des femmes. Ça me fait marrer parce qu'ils sous-entendent entre guillemets qu'elles peuvent pas se défendre toutes seules, donc c'est déjà des trous du cul. Mais c'est sûr que tu es vachement menaçant dans les commentaires YouTube, hein, donc en général, elles peuvent pas se défendre toutes seules. Hein. Ouais, non, c'est clair. Bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme moi, ce qui m'énerve, c'est la déresponsabilisation ambiante. C'est-à-dire qu'on dit toujours aux gens, c'est pas de votre faute, c'est la faute à. Et moi, je dis aux gens, non, si tu veux te bouger le cul, tu te bouges le cul, quoi. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un stade, pendant longtemps, je me suis dit, je vais pas parler de féminisme parce que c'est une trend, c'est une mode, ça va passer, machin truc. Et puis de plus en plus, j'ai assisté à cette espèce de truc régulier. Et puis, quand j'ai commencé à entendre dans mon cercle privé des nanas parler de ça en disant « Oh, le machin, les trucs », et sortir des conneries, ça a commencé vraiment à me taper genre la sur le galanterie, système. c'est misogyne, par exemple? C'est horrible. Écoute, franchement, c'est quelle affreuse chose que la galanterie, tu te rends compte? Ouvrir un parapluie pour une femme, lui prêter ta veste quand elle a froid, lui ouvrir la porte. Du tout, tu t'es dit, allez, j'ai commencé à entendre des trucs comme ça, vraiment. C'est-à-dire, j'ai commencé à entendre des trucs comme ça dans mon entourage. Et là, je me suis dit, non, mais excusez-moi, mais là, c'est trop. Trop, c'est trop, quoi. Il y a un moment donné, je veux bien croire qu'il y a quelques extrémistes sur Internet qui sont complètement remontés. Quand ça commence à être des gens que je connais, je me dis que là, ça veut dire que la société elle est en train de partir en couille, tu vois. Donc, je me dis, dans ma moindre mesure, dans mon moindre... À ton échelle, ouais. Voilà. À mon échelle, je vais avoir mon rôle, et c'est un peu ce qu'on fait ici, de quand même pouvoir dire, les gars, arrêtons les conneries. Et j'ai espoir que si on est assez à faire ce qu'on est en train de faire maintenant, mais qu'il y ait des vidéos comme les miennes et comme les vôtres, avec le temps, les gens, et je le ressens maintenant pour fréquenter quand même pas mal, je veux dire, la plupart de mes groupes de potes sont quasiment exclusivement composés d'hommes. Et je sens quand même, alors que c'est des mecs qui n'étaient pas du tout intéressés par ces sujets, qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Et ça me fait vraiment quand même plaisir. C'est qu'on se rend compte quand même qu'il y a un ras-le-bol, mais qui est logique finalement. C'est-à-dire qu'on les a tellement... Et à un moment donné, tu casses tellement les couilles aux gens que la réaction, elle est tu vois, c'est vraiment l'effet boomerang qu'on appelle comme ça en psychologie. C'est-à-dire que plus tu essaies de convaincre quelqu'un qu'il a tort, et plus il va affirmer ses positions, tu vois. Et plus tu essaies de convaincre les hommes que c'est des connards, et plus ils vont dire non mais va te faire foutre, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ils en ont marre, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que si nous, on faisait une seule seconde, imagine juste une seconde que tous les jours, tu remplaces les articles qu'il y a sur les méchants hommes par ces putes de femmes qui sont des manipulatrices, qui machin et tout ça. Mais
je veux dire, les femmes, elles deviendraient folles, tu vois. Elles pourraient pas supporter ça une seconde. Et nous, je pense que c'est une vertu des hommes, c'est qu'on on est patient, tu vois. Il y a un côté genre. On a supporté ça pendant un siècle. Voilà, il y a un moment donné. Il y a un moment donné, et je pense que c'est pour ça que c'est très bien, tous ces mouvements masculinistes qui se créent, c'est qu'il y a un moment donné, on dit, bon les gars, c'est bon, on a été gentils. Tu vois, c'est comme le daron dans sa maison, il y a les enfants qui font les cons, et puis il lit son journal, et puis il patiente, puis il commence à dire aux gens de faire moins de bruit, puis puis à un moment donné, il se lève, et puis il tape un poing sur la table, et puis tout le monde se tait, tu vois. Mais il y a un moment donné, c'est un peu ça, tu vois, c'est le côté genre... Mais ça contient un bon avertissement, ce que tu dis, c'est qu'il faut que je fasse attention, il faut qu'on fasse attention quand on fait nos vidéos, à quand même responsabiliser les gens à qui on parle, à pas leur dire juste vous êtes victime du féminisme. Ouais, parce que c'est ça. C'est trop facile. Bah ouais, parce que c'est faire pour eux ce que le féminisme fait pour les femmes. C'est leur donner un ennemi sur lequel ils peuvent mettre la faute, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut faire très attention quand on en parle. Moi, j'essaie toujours dans mes vidéos de garder un côté d'un recul et de présenter juste des faits plutôt que de dire voilà ce que je pense, etc. D'appuyer avec des études et des trucs, parce que comme ça, les gens peuvent se dire ok, je comprends, je prends ma responsabilité, je prends mes trucs, et j'essaie toujours de faire gaffe de pas leur dire tout le problème, c'est le féminisme, tu vois. On est aussi une part du problème. Moi, je dirais, pour apporter une autre approche, c'est que moi, j'adore les féministes parce qu'en fait, et j'adore les féministes agressifs parce que, en fait, pourquoi et discuter avec elles parce que c'est vraiment un jeu de séduction extraordinaire. Je veux dire, j'en ai rencontré et j'en ai baisé un certain nombre. C'est extraordinaire comme dynamique de drague. Donc, franchement, je veux dire, non, mais franchement, moi, je pense que c'est véritablement un shit test et qu'il y a plein de mecs qui doivent au contraire prendre, quand il y a une féministe qui vient vers eux, en fait, ils doivent le prendre avec ce qu'on appelle de la maîtrise amusée, ce qu'on appelle ça dans la drague, de la amused mastery. Et je veux dire, et ça crée une tension sexuelle extraordinaire et qui ensuite, mais c'est clair. Et ensuite, il y a des suites très sympas, ça. C'est clair. Quand des féministes parlent de leurs règles, ça crée chez toi une tension sexuelle? C'est ça que t'essaies de me dire? Après, il y a des limites. Faut que ça reste un vrai shit test. Je parle pas de Caroline de Haas, hein. Je parle pas de Fourest qui sont vraiment, de Haas, elle était peut-être pas lesbienne, Fourest, elle l'est, c'est sûr, on le sait. Si, de Haas, je pense que oui. Mais elle est censée avoir 2 gosses et un mari, mais bon. Ouais, mais on sait ce que ça veut dire. Mais en tout cas, non, mais après, quand t'as vraiment des féministes féminines, je parle là, féministes féminines. Ouais, je comprends, c'est une très bonne dynamique de drague, ça. Je suis d'accord, et je vais même aller plus loin. Je pense que le manque, il y a pour moi, féminisme et envie d'un mâle dominant vont souvent ensemble, parce que ce qui génère le féminisme, c'est souvent justement l'absence d'un mâle masculin qui dégage une certaine, tu vois. Et en vrai, la féministe, il n'y a rien de plus kiffant pour elle, et là je psychanalyse et j'abuse un petit peu, mais je pense qu'il y a un truc chez elle qui l'excite chez l'homme masculin, parce que c'est justement tout ce qu'elle n'a pas eu, et puis tout à coup, un jour elle se découvre, parce que le mec en face justement fait preuve de cette maîtrise dont tu parles, cette petite vibration à l'intérieur qu'elle a reniée pendant si longtemps, de se dire oh putain, en fait ça me fait kiffer, tu vois. Et si le mec sait jouer avec ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut être très révélateur et très, pour le coup, donner lieu, comme tu dis, à des choses très intéressantes, parce qu'il y a un côté cathartique à ça, c'est-à-dire que elles vont tout à coup, un truc enfoui qu'elles ont depuis quelques années essayé de camoufler avec des grandes théories, tout à coup s'exprime différemment. Et je suis absolument convaincu. Pour moi, soyons honnêtes, le féminisme, il vient aussi du manque de mâle masculin, de rôle modèle clairement clair et défini, etc. C'est-à-dire que il y a eu une espèce d'effet boule de neige. Émancipation à outrance de la femme, égale divorce, égale moins de pères à la maison, égale plus de féministes, égale, etc. Et ça se poursuit comme ça, tu vois, il y a une espèce de roue infernale comme ça. Et en fait, je pense que le moyen qu'on a maintenant de contrer ça, c'est de rebalancer dans l'autre sens, c'est dire soyons de plus en plus des rôles modèles masculins de plus en plus affirmés, de plus en plus voilà, et de petit à petit on va recontrer la balance et puis ramener les choses dans le droit chemin, tu vois. Oui, et la manière de le faire, je pense que c'est de le faire avec justement la maîtrise amusée, c'est-à-dire justement de pas prendre au premier degré. Je veux dire, c'est pour ça que je dis, on en parlait avec moi souvent, c'est que le féminisme c'est peut-être un gros shit test, c'est-à-dire que effectivement quand tu dis elle découvre qu'elle va
enfin, plus tu résistes et plus tu n'en as absolument rien à battre de ces arguments, etc. Enfin, et que tu les démontres, et il y a réellement une tension qui se crée, et effectivement, dans l'interaction, elle se rend compte qu'en fait, elle n'en avait absolument rien à faire de ses idées, et jamais, je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, jamais une féministe, enfin, ses idées, elle n'a rien à faire si elle a vraiment envie de toi, et elle aura envie de toi, plus tu auras résisté à ses idées, en quelque sorte. C'est ça. Sans non plus l'envoyer sur les roses en lui disant, bon, t'es juste une lesbienne refoulée. Non, ça c'est pas. Non, mais il y a le jeu qui va avec, la maîtrise amusée, justement, c'est tout un jeu. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle va tout à coup découvrir la biologie à travers ses pulsions. Biologie qu'elle essayait de refouler depuis je sais pas combien de temps. Et tiens, il y avait une vidéo géniale, et pour le coup, c'est très triste parce que les gens qui l'ont faite ont dû couper la fin et puis l'ont re-uploadé sur YouTube, et j'ai pas retrouvé l'original. Mais où t'as un mec, en fait, qui est dans une espèce de resto avec une nana, une espèce de flirt. On sent que c'est genre leur premier soir et puis qu'il essaie de conclure. Et puis à un moment donné, il y a un groupe de petits jeunes qui débarquent, et puis tu sens que le mec c'est une espèce de pseudo-féministe, tu sais, qui fait tout pour être irréprochable, et puis qui est un peu voilà. Puis la nana, qui est une espèce de féministe, elle l'aime bien, tu vois, elle se dit ah c'est cool, c'est un mec moderne et tout, un peu féministe et tout ça. Et puis d'un moment, il y a un groupe de jeunes qui débarquent, qui commencent à gueuler, faire du bruit dans le resto et tout ça, et puis ils hurlent, ils font les cons. Et puis le gars, il se tourne vers un des jeunes et puis il dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit? Et puis les gars disent oui, on fait moins de bruit, donc il recommence à parler avec la nana. Puis là, en fait, le jeune qui dit oui, on fait moins de bruit, il vient, puis il s'assied à table avec la nana et le mec, et puis il commence à humilier le gars en lui disant tu veux que je te casse la gueule? Enfin, il commence à lui dire comment tu me parles, ça, et il commence à prendre le rôle du mâle dominant et à le menacer et tout. Et le mec pseudo-féministe commence à s'écraser devant le mec qui vient dominer la situation. Et en fait, la nana, qui est féministe, tu peux voir dans son regard qu'elle commence à sentir que ce mec n'est plus assez masculin pour elle. Et elle commence à se désintéresser de ce mâle, si on parle biologiquement, parce qu'il n'incarne plus les valeurs et les choses qu'elle kiffe. Et puis à un moment donné, le mec s'excuse, et puis le gars en face qui vient de s'asseoir, qui est une espèce de racaille... voilà, une espèce de bully, comme on dit en anglais, commence à lui dire excuse-toi, je sais pas quoi, et le mec s'excuse, enfin il l'humilie vraiment devant la nana. Puis après il se casse, et tu sens presque que la nana, en regardant cette espèce de mec dominateur et menaçant, elle a une petite tension qui s'installe, même si c'est un trou du cul, et puis elle se désintéresse complètement du mec en face qui se fait dominer, et puis à la fin les gars partent. Et puis il se retourne vers la nana, et puis il est tout heureux d'avoir su gérer la situation, à tes souhaits, Alexis. Tout heureux, il est tout fier et tout heureux d'avoir géré la situation et d'avoir évité la baston. Et puis la nana le regarde tout à coup avec une espèce de désintérêt, et puis elle lui dit excuse-moi, je suis désolé, j'ai adoré ta façon de truc, mais et puis en fait tu sens l'exemple de ce que tu dis, c'est-à-dire il y a ce côté biologiquement la nana elle est quand même faite pour trouver un mâle qui va la protéger, qui va la XY truc, et quand elle voit son mec s'écraser devant une petite carrière, parce que le gars en plus avec qui elle flirte il a 45 ans, et puis le mec qui le menace il en a 20, et puis le gars il s'écrase devant lui, tu vois. Et donc la nana elle est féministe, le gars il est tout gentil, et finalement elle lui dit écoute ça va pas jouer, puis elle se taille, tu vois. Et en fait c'est l'exemple même, ça doit arriver tous les jours ce genre de truc. Il y a ce côté, je suis féministe, les hommes sont des salauds, c'est des dominateurs, c'est des trucs, mais par contre pour moi, je veux un mâle protecteur, machin, etc. Mais sinon le masculinisme c'est le diable, tu vois. Ouais, et quand tu fais vibrer cette corde là, oui, parce que c'est pour ça qu'il faut pas prendre pour de l'argent comptant ce qu'elles disent vouloir. Tu le sais bien en ayant la psychologie, on ne sait pas. C'est pour ça que je disais à Alexis avant, c'est pour moi, et je peux bien être d'accord qu'on n'a pas la même opinion là-dessus, mais pour moi, il y a beaucoup plus de femmes qui se disent féministes que de femmes qui sont féministes, d'accord? Et je pense que leur façade féministe, elle s'écroule très vite quand tu t'adresses à la partie en elle qui est plus biologiquement préprogrammée pour, tu vois, et leur façade féministe s'écroule très vite, et c'est un jeu social, c'est un phénomène de psychologie sociale et d'appartenance à un groupe de plus en plus que de dire je suis féministe, je suis ci, je suis ça. Mais une fois que tu discutes avec, une fois que tu joues avec, tu te rends compte que bon, en fin de compte, il y en a très peu des vrais féministes avec derrière des arguments et qui croient en ce qu'elles disent, tu vois. Donc voilà.
Après, je veux bien tout à fait concevoir qu'on puisse dire qu'une nana qui adhère au narratif ambiant et puis qui croit à toutes les conneries qu'on lui raconte, elle se sente féministe. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se ment pas à elle-même. Quand tu commences à lui mettre quelques contradictions devant les yeux et que tu lui poses les bonnes questions, très vite le truc peut s'effondrer. Elle se dit putain, mais c'est vrai, en fait, j'avais pas pensé, on m'a dit n'importe quoi. Et je l'ai constaté déjà moi, donc je sais que ça existe. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jean, là-dessus. Je vous propose, les amis, qu'on conclue peut-être ici, parce qu'on a un peu dévié du sujet, mais c'était une conversation vraiment passionnante et intéressante. Et donc, je suis très content qu'on t'ait reçu, Jean. On va remettre en description le lien vers ta chaîne YouTube, le lien, je crois que c'est Amazon, vers ton livre, c'est ça ? Oui, c'est juste. Je sais pas si tu as quelque chose à annoncer par rapport à ta chaîne. Non, alors pas grand chose. Moi, je sors des vidéos de manière très irrégulière, donc je fais des trucs. Des fois, j'en sors 3 dans une semaine, des fois, j'en sors pas pendant 2 mois. Donc, faut pas vous étonner. Excusez-moi, il y a mon chien qui aboie parce que ma femme vient de rentrer. Faut pas vous étonner si je sors pas de trucs pendant un moment. Je travaille sur un 2e livre, donc j'en parlerai sur ma chaîne au moment venu. Voilà. D'accord, intéressant. Alexis, toi, tu as quelque chose à annoncer ou... J'ai sorti ma première moitié de l'étude de The Boy Crisis, là, le livre de Warren Farrell, il y a une semaine, et je vais sortir la deuxième moitié juste après les élections européennes. Pensez à aller voter aux élections, hein, c'est à la proportionnelle, donc chaque vote compte. C'est dimanche, et je vais aussi sortir certainement une vidéo cette semaine sur la comparaison entre les différents programmes en tant qu'homme, en fait, pour ceux qui veulent les droits pour les hommes. Voilà, est-ce que les différents partis ont une proposition pour les hommes ? Parce qu'il y a une liste qui s'intéresse beaucoup à l'égalité homme-femme. Hein. J'espère que tu as fait une étude. De femmes seulement, avec que des femmes qui proposent du féminisme. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Radou, tu as quelque chose à annoncer, toi ? Non, pas spécialement. Je continue mes vidéos. Je vais changer un peu de format. C'est que je pense que je vais faire des vidéos plus régulières, mais moins bien léchées que celles que je faisais avant, moins montées, moins écrites. Je vais passer sur un format plus régulier et plus psychologique. Je pense que ça, c'est ce qui va venir dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, sinon, pour le moment, le programme reste le même. Venez le mardi soir, il y a le live à 20h. Et puis, sinon, je sortirai au moins une vidéo toutes les semaines pour le moment. Mais voilà, j'envisage de passer à un format un peu plus régulier et plus psychologique. Plus axé sur le coaching. Ok. Très bien, merci à tous. Dans 2 semaines, nous nous retrouvons avec un nouvel invité. Je pense que nous allons parler de biais cognitifs. Et je ne vais pas trop teaser, mais voilà, on sait déjà qui sera invité. Et je pense que ce sera une belle surprise pour pas mal de gens. Donc soyez au rendez-vous dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.